Pour commencer, je vais vous rappeler de ne pas oublier d'aller voter pour le prix Coup de cœur avec le code QR juste ici. Puis d'abord, je vais inviter M. Olivier Ferlat à revenir à l'avant, qui est chercheur au CRES, professeur à l'École de santé publique de l'Université de Montréal, puis directeur du CoLab. Bonjour. Est-ce que vous avez bien mangé? Oui, mais merci beaucoup au CRES de nous nourrir. Hein? C'est toujours apprécier ces choses-là. Donc, on est ici pour la deuxième partie du bloc sur les crises en santé mentale et liées aux consommations de substances. Donc, sans plus tarder, je vais appeler notre premier conférencier, Jean-Sébastien Fallu, qui est chercheur au CRES et aussi professeur à l'École de psychoéducation de l'Université de Montréal. Jean-Sébastien. C'est bon. Merci, Olivier. Alors, d'abord, je veux juste vous dire que j'ai une légère commotion cérébrale suite à une petite chute et que j'ai eu de graves étourdissements ce matin, mais ça semble aller mieux. Donc, je vais être plus amorphe que d'habitude, plus lent aussi, pour un sujet malheureusement très grave et même choquant. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui meurt. J'ai peu de temps pour survoler la présentation, fait que ça se peut que je fasse quelques raccourcis intellectuels, mais je suis prêt à en débattre n'importe où. Normalement, je commence par faire, depuis un an et demi, je fais ça, ma positionnalité. C'est assez long et compliqué d'expliquer la démarche, les enjeux, les motifs de ça. Donc, je ne le ferai pas, mais je vais quand même continuer ma démarche d'autodévoilement et révéler mon énorme conflit d'intérêts pour ce sujet-là, parce que je suis un utilisateur de drogue. Donc, oui, j'ai des intérêts en conflit dans ce sujet-là. Donc, je viens vous parler de crise de surdose, du marché contaminé, de stigmatisation, crise des déterminants sociaux de santé, bref, je ne savais plus comment l'appeler. Le contexte, c'est qu'il y a 45 000 décès au Canada depuis 2016 jusqu'à 2003, on est à plus que ça. On parle de 3 700 décès en 2019, puis 7 300 en 2022, donc on voit que ça a augmenté. Ça a été aggravé par la crise de la COVID. Santé mentale, inflation, logement, etc., etc. Et une contamination du marché qui est absolument catastrophique avec non seulement le fentanyl, ses analogues, mais les nitazènes, benzo et compagnie. Élément de contexte assez important, consensus scientifique, médical assez large, criminaliser et punir, ça ne marche pas puis ça aggrave la situation. C'est un phénomène complexe qui met en lumière la stigmatisation, qui entrave l'accès aux soins, puis qui aggrave les problèmes des gens et qui amplifie la crise. Les objectifs de ma présentation aujourd'hui, c'est de promouvoir un débat éclairé, de le recentrer sur les causes fondamentales de cette crise-là, parce qu'on tourne autour du pot pas mal. Les déterminants sociaux de santé, la stigmatisation, l'exclusion sociale, puis sensibiliser le plus possible aux préjugés inconscients, examiner les politiques et leurs effets négatifs, on pourrait passer la journée là-dessus, et proposer des solutions. Donc, commençons par la stigmatisation, sujet extrêmement important, qui est maintenant considéré par plusieurs en santé publique comme un déterminant social de santé, rien de moins. 3 types de stigmatisation: auto-stigmatisation, intégrer, intérioriser des messages négatifs sur soi-même. Vous parlerez à des gens qui ont eu des dépendances, ils se trouvent vraiment mauvais, qui n'ont pas le droit d'avoir des amis, d'être heureux, d'avoir un emploi, puis ils se trouvent mieux moins mieux que morts. La stigmatisation sociale, les représentations dans les médias, dans les séries, les messages qu'on transmet, les étiquettes négatives dans les conversations de tous les jours, et non négligeable, la stigmatisation politique structurelle qui est de facto créée par nos règlements politiques, notamment la criminalisation. Les mécanismes d'accès de la stigmatisation, c'est pas juste pour la consommation, c'est aussi pour plein d'autres choses, mais c'est essentiellement l'isolement social, des réponses comportementales et psychologiques là, que je vais nommer,
l'accessibilité aux ressources qui est limitée, plus de stress. Les impacts sont absolument ahurissants. C'est une forme de déshumanisation, rien de moins, qui est associée à violence, honte, baisse d'estime de soi, détresse, anxiété, dépression, plus d'isolement social, évidemment plus de consommation. Tout ça, c'est des motifs de consommation. Moins de demandes d'aide, discrimination dans l'accès aux soins et au logement et au travail. Je rappelle que le logement et le travail, c'est les deux principaux mécanismes d'intégration sociale. Plus de pauvreté, moins bon état de santé, plus de prison, plus de suicides. Donc, ça affecte plusieurs sphères de vie là, au niveau des ressources, relations sociales, mécanismes de coping. Et ça fait dire à des auteurs comme Adzen Buller et al., dans un papier phare dans l'American Journal of Public Health en 2013, que la stigmatisation, comme je vous disais, c'est un déterminant social de santé puis une cause fondamentale d'inégalité sociale de santé parce que ça influence plusieurs maladies, plusieurs facteurs de risque chez beaucoup de gens. Ça limite l'accès aux ressources pour réduire les risques de développer une maladie, mais aussi pour améliorer le pronostic quand on en a une. Puis, c'est fortement relié aux inégalités sociales de santé à travers le temps et l'espace. Donc, la conclusion de ce papier-là, puis j'insiste là-dessus, c'est que les interventions devraient cibler cette cause fondamentale qui est la stigmatisation, pas ces mécanismes, parce que, comme illustré dans cette figure assez complexe mais assez simple, si on s'attaque aux médiateurs, la stigmatisation va s'avérer par d'autres mécanismes. Elle va s'en inventer s'il n'existe pas. Il faut s'attaquer à la stigmatisation. On le fait pour plein d'autres choses. Racisme, sexisme, âgisme, classisme, capacitisme, homophobie, transphobie. On a même un plan national contre ça. Grossophobie, les travailleuses du sexe de Montréal ont choisi putophobie, mais qui parle de junkiephobie ou de toxicophobie? Il y a un débat sur lequel les mots utilisés, parce que toxicophobie existe déjà, c'est la peur d'être empoisonné à son insu ou d'être empoisonné. Bref, junkiephobie, il est temps qu'on en parle. Puis moi, je plaide et je plaiderai jusqu'à ma mort pour qu'on cesse d'exclure les personnes utilisatrices de drogue comme moi. Quelles sont les solutions? Je ne suis pas trop exclu, je ne fais pas pitié, là, mais j'essaie de parler pour les autres. Il y a des gens qui ont proposé de cadrer ça comme un problème de santé. Le problème avec ça, c'est que ça reste stigmatisant, étiquetant. Et il y a des études qui ont montré que la stigmatisation augmente quand on fait ça, parce que c'est comme, ah ben, il est malade, il est de même, c'est fini, c'est fatal. Il y a quand même peu d'études empiriques sur les solutions. Il y a des études qui montrent que la militance, les manifestations, impliquer les personnes usagères, ça marche pour déstigmatiser. Mais au-delà de ça, je n'ai pas le temps d'approfondir, mais il y a des solutions qui sont proposées autour du langage et vocabulaire. Ce n'est pas du political correctness. Les mots sont des armes de destruction massive qui traduisent des biais cognitifs. C'est important de parler comme il faut, pas exagérer. Je vous réfère au papier génial de mon collègue et ami Carl Hart, Exaggerating Drug Harm is Killing Black People. L'éducation, évidemment, l'éducation à l'université, dans la famille, la société, etc. Les représentations sociales, il faut les changer. C'est pour ça que j'affiche fièrement que je suis une personne utilisatrice de drogue, pour essayer de les changer. La réflexivité critique, on n'en fera jamais assez. Même les intervenants les plus ouverts doivent s'examiner parce que même si on travaille en réduction des méfaits, on est dans les jugements. Même les personnes utilisatrices de drogue se jugent entre elles. Les personnes qui consomment des opioïdes vont dire « Ah, ça, c'est des crackheads ». Puis, je termine avec les lois et politiques. Il y a un facteur de stigmatisation structurelle qui s'appelle la prohibition. Et tant qu'on ne changera pas ça va continuer, puis on va stigmatiser. Il y a un auteur qui a longtemps proposé ce qui s'appelle le paradoxe de la prohibition, qui a été repris par d'autres organisations et ajusté plus récemment pour dire qu'il y a tout un spectre de politique allant de la prohibition avec peine de mort jusqu'à Walmart, Big Pharma. Là. Je prends des raccourcis. Puis il y a des méfaits sociaux individuels de santé. Puis c'est une courbe théorique, mais qui est de plus en plus appuyée par les données empiriques, malgré ce qu'on peut entendre qui se dit de assez grosses sottises sur la réduction des méfaits, l'approvisionnement plus sécuritaire et la décriminalisation en ce moment, même par des scientifiques scandaleusement idéologues. Je pourrais développer et débattre là-dessus n'importe quand.
Et cette courbe-là, ce qu'elle dit, c'est que les méfaits sont les moindres. Il n'y aura jamais de politique parfaite. Quand on est dans une approche plus encadrée par l'État, responsable et qui est axée sur la santé publique et les droits de la personne. Alors, j'essaie de terminer dans les temps. Il me reste 2 minutes, même pas. Piste de réflexion. Il est urgent de repenser les politiques sur les drogues. On ne le dira jamais assez, pour que ça soit axé sur la santé publique et les droits de la personne. Je peux le répéter, là, mais c'est ça. Je m'en porte quand même pas pire. Hein? Puis promouvoir des services de réduction des méfaits, réduction des risques, réduction des dommages, maximisation des bienfaits, appelez ça comme vous voulez, et des services de santé, services sociaux plus généraux pour les personnes utilisatrices de drogue. Donc, en conclusion, comment régler cette crise? J'entends des collègues, même des médecins, des scientifiques dire « Ah, c'est compliqué, on ne sait pas trop ». C'est pas vrai. Il y a des choses qu'on sait. C'est vrai que c'est complexe comme phénomène. Mais il faut investir dans tous les déterminants sociaux de santé. D'abord, il n'y aura jamais de règlement de problèmes de consommation de drogue, puis plein d'autres problèmes d'ailleurs de santé mentale, si on n'investit pas dans les déterminants sociaux de santé et évidemment réduire la stigmatisation. Deuxièmement, décriminaliser, encadrer, légaliser les drogues. Troisièmement, avoir des politiques axées résolument sur la réduction des méfaits et des services dans un continuum de services de réduction des méfaits accessibles, parce qu'évidemment, on n'en a pas tant que ça. 40% des demandes aux médecins de famille sont pour la santé mentale. 4% du budget du ministère de la Santé et des Services sociaux est pour la santé mentale, puis c'est à peine un quart de ça qui va à la dépendance. Et ça prend aussi, évidemment, des programmes d'accès aux soins de traitement pour les personnes qui sont rendues là, et surtout pas proposer le traitement obligatoire, comme on voit au Canada en ce moment, qui est une sottise absolue, qui n'est pas du tout éthique, qui ne fonctionne pas, et qui est un instrument de contrôle politique absolument inacceptable. Merci. Merci énormément, Jean-Sébastien, pour ton plaidoyer. Maintenant, on va avoir la chance d'entendre Andréane Parent, qui est chercheuse au CRES et professeure à l'École de travail social de l'Université de Montréal. Andréane. Baisser. Mais bonjour, merci beaucoup. Jean-Sébastien, c'est super. Tu as vraiment mis la table de façon parfaite pour la présentation. Puis j'ai moi aussi un petit disclaimer. En fait, c'est que je vais présenter un projet qui concerne différentes personnes dans la salle, dont Jean-Sébastien et d'autres. Et je ne vous en ai pas parlé. Donc, ça va venir, ça s'en vient, je vous en parle bientôt, mais je vous en parle particulièrement en ce moment. Donc, Jean-Sébastien l'a dit, la crise des surdoses, elle est présente, elle est en augmentation. Le nombre de personnes qui sont décédées a largement augmenté dans la dernière année, ne serait-ce qu'au Québec, 18 %, mais à Montréal, plus spécifiquement, 28 %. C'est énorme. C'est des décès qui sont évitables. Donc, très important de se le rappeler que c'est possible d'agir sur ces causes-là. Jean-Sébastien nous a présenté différentes stratégies à mettre en place. Aujourd'hui, je vous présente plutôt les résultats d'une recherche de type interventionnel qui vise les organismes communautaires à prime abord, mais aussi les services de santé de première ligne. Parce qu'on le sait, il y a différentes interventions qui existent déjà, qui visent à réduire le nombre de décès, qui visent la prévention des décès par surdose. On va penser, entre autres, à la distribution de la naloxone, des centres de consommation supervisés, des bandelettes de détection, etc. C'est des interventions qui sont pertinentes, qui sont reconnues comme étant efficaces, mais elles sont de toute évidence pas assez, c'est pas suffisant, sinon les chiffres ne continueraient pas d'augmenter. Il y a d'autres choses à faire. Et les organismes se questionnent. Les intervenants communautaires avec lesquels j'ai été en interaction se questionnent. Et donc, l'organisme Rap Jeunesse, qui est dans le nord de la ville, avec qui je travaille depuis quelques années, cherchait à mieux comprendre parce qu'ils se rendaient compte que les personnes auprès desquelles ils interviennent, dans le fond, ils avaient l'impression que les stratégies qui étaient mises en place
ça glissait un peu sur le dos du canard. Tu sais, il y avait des messages, j'ai fait des entrevues dans l'organisme, il y a des pancartes partout sur les murs de sensibilisation. On n'avait pas l'impression que ça collait, que ça répondait, que ça aidait à mieux prévenir. Et donc, m'ont proposé de faire un projet qui allait un peu documenter, en quelque sorte, une culture, c'est les mots qu'ils ont utilisés, comment culturellement on est différent dans le nord de la ville. Est-ce que vraiment on l'est? Si oui, pourquoi? Et sinon, bien, pourquoi est-ce qu'on sent que les interventions qui se déploient au centre-ville, ça ne fonctionne pas si bien que ça dans le nord de la ville? Les réalités des personnes sont différentes. C'était quand même des grandes questions, mais en collaboration avec cet organisme-là, d'autres organismes, mais aussi avec la Direction de santé publique, on a obtenu un financement maillage du CRESP pour mieux comprendre comment est-ce qu'on peut améliorer les pratiques d'intervention en première ligne, mais surtout sur le plan communautaire. Donc, il y avait beaucoup le langage données probantes qui était utilisé par les intervenants. Donc, ils cherchaient comment on peut développer davantage de données probantes. Donc, on est parti dans une grande revue qui se voulait rapide de littérature. Ça n'a pas été rapide du tout. Ça a pris plus qu'1 an, mon étudiant de doctorat, à faire la revue de littérature. Il a recensé quand même à peu près 500 articles, si je me souviens bien. On en a retenu 37 qui visaient à répondre à la question « Quelles sont les interventions institutionnelles, communautaires et associatives qui sont reconnues en prévention des surdoses? » Et par institutionnel, on entendait vraiment les services de première ligne de type CLSC, mais aussi pharmacie. Donc, on a recensé 2018-2023, c'est arrivé à ce chiffre-là, et on a fait le choix en cours de route de ne pas intégrer les études simples. Et je vous le mentionne parce que c'est un élément important, là, qui, quand je vais vous présenter quelques résultats tantôt, ça... En tout cas, je suis en questionnement, est-ce qu'on a fait le bon choix? À un moment donné, il faut arrêter cette recension. Donc, pour l'instant, pas d'études simples dans la recension de littérature. On est quand même arrivé... Oups, je n'étais pas sur la bonne diapo. Je vais vous présenter les résultats après. Donc, on voulait compléter cette revue de littérature avec des entrevues auprès des personnes elles-mêmes utilisatrices de substances psychoactives. On savait déjà que dans le nord de la ville, les substances consommées étaient possiblement différentes, consomment un petit peu plus de stimulants, qu'au centre-ville, il y avait moins de présence d'opioïdes choisis et moins de décès qui étaient associés, mais on avait les mêmes stratégies qu'on cherchait à utiliser qu'au centre-ville où cette question-là était plus présente. Donc, on a fait cet été 24 entrevues auprès de personnes dans différents quartiers du nord de la ville. On va possiblement en faire encore quelques-unes, mais on va faire surtout cet automne 2 focus group aussi avec des intervenants du milieu pour les entendre et croiser à la fois ce qu'on a recensé dans la littérature, mais ce que les personnes nous disent et ce que les intervenants pensent qu'il serait intéressant de mettre en place, qui n'est peut-être pas mis en place ou qui pourrait être amélioré. Donc, je m'apprêtais à dire tantôt, la revue littérature nous a quand même amené à produire un guide qui est en train d'être finalisé. Donc, à partir des 37 articles qui ont été retenus, il y a 6 grands thèmes, donc des interventions qui peuvent être déployées à différents niveaux, à la fois dans les organismes communautaires et dans d'autres formes de services auprès de différentes populations. Et on va en faire une synthèse. Là, on ne va pas passer ce guide-là d'une 20aine de pages aux organismes. Donc, on travaille sur une synthèse, hein, Federico, 5-6 pages qu'on a dit. Ça devrait être un petit peu plus intéressant. Puis, on en est vraiment au premier constat, là. Donc, lancez-moi pas de tomates là, sur les résultats. C'est même pas des résultats préliminaires que je vous présente aujourd'hui, mais quand même quelques pistes de réflexion à partir des entretiens qu'on a faits. On commence à coder les entrevues. Donc, on est encore loin des résultats. Le premier constat, c'est que les personnes qu'on a rencontrées, en général, connaissaient très bien les stratégies de prévention qu'on est habitué d'entendre. Donc, train de l'analoxone, consomme pas seul, ce genre d'informations de type sensibilisation, éducation. En général, c'était assez bien connu, pas nécessairement respecté par contre. Entre autres, l'idée de ne pas consommer seul. Beaucoup de monde nous a ramené à quel point que pour eux, il n'y a pas question qu'ils vont aller nécessairement consommer dans certains lieux où il y aurait du monde. Donc, vraiment quelque chose à explorer à ce niveau-là. Mais surtout, au-delà de consommer seul ou avec d'autres, ce qui ressortait beaucoup, c'est le sentiment d'être différent. Tantôt, je vous parlais, ce sentiment que la culture est différente.
ça ressortait aussi beaucoup dans le discours des personnes qu'on a rencontrées nous, on n'utilise pas les services qui sont plus présents, les services en ville. On n'est pas comme au centre-ville. Donc, un peu un sentiment un peu de village, je dirais, qu'il y a dans le nord de la ville. Et tout ça dans un contexte où il y a beaucoup moins de ressources, beaucoup moins d'organismes, beaucoup moins de services. Et quand il y en a, ils sont quand même éloignés. On a par exemple Rap Jeunesse qui va couvrir 6 quartiers, même chose pour Pâques de rue. Donc, c'est énorme le territoire qui est couvert par les intervenants de ces milieux-là, puis où on arrive à implanter des services dans des organismes ou dans des locaux, mais c'est très loin parfois. Et donc, ce qui nous amène à une forme d'individualisation des enjeux, à la fois dans la manière de concevoir les interventions, mais aussi comment les problèmes vont se manifester. Donc, on cherche à cibler des individus. On va essayer de les rejoindre davantage, mais on a de la misère à collectiviser, probablement dû à la manière que le territoire est configuré. Puis, parallèlement à ça, ce que les personnes nous ramènent, c'est, dans le fond, ils sont responsables de leur propre sort. S'ils choisissent de consommer, ça vient avec ce risque-là. C'est un discours qui mérite d'être questionné, je pense qu'il mérite d'être remis d'une certaine façon en question, de même que ce qu'on nous disait, c'est, dans le fond, mon dealer, il est straight, je suis capable de faire confiance. Fait que la personne qui vend les substances joue quand même un rôle important, à la fois dans les messages qu'elle peut envoyer, mais aussi dans la substance qui est vendue. Donc, il y a quelque chose à réfléchir à ce niveau-là et de travailler ce sentiment d'être tout le monde est concerné par la crise. Parce que dans le discours de c'est pas la même réalité qu'au centre-ville, il y avait beaucoup l'idée aussi que je ne consomme pas par choix des opioïdes, donc je suis moins à risque parce que je ne prends pas de fentanyl. Donc, le mélange de substances, parfois, souvent à leur insu, il y a comme une pensée magique à quelque part qui est derrière ça ou qu'on ne veut pas voir ou pour lequel peut-être qu'on manque aussi d'informations. Donc, il y a encore beaucoup de choses à explorer, à questionner. C'est vraiment que des premiers constats, mais qui s'enlignent quand même assez bien avec ce que Jean-Sébastien nous a présenté. Donc, ce qu'on constate, c'est qu'il y a plusieurs propositions qui sont dans le guide qui pourraient être intéressantes à explorer, entre autres sur l'idée d'un continuum de services, puis aussi davantage de mécanismes de concertation, parce qu'il y en a peu, voire pas, entre autres dans le nord de la ville. Mais le guide présente, puis là, je reviens avec l'idée des études simples qu'on n'a pas recensées. Le guide présente principalement des interventions qui sont très individualisantes, très peu collectives. Donc, dans l'idée qu'il faut travailler sur des aspects davantage, puis je mets culturel, là, je ne veux pas débattre du mot culture ou quand de le définir, mais de travailler sur ces aspects-là et sur les normes et les représentations, il y a un besoin de collectiviser les enjeux davantage. Donc, bref, il faut mobiliser les personnes concernées et pas juste offrir des services de prévention, de réduction des méfaits, de distribution de différents matériels. Il faut aller au-delà de ça pour collectiviser et développer des innovations avec les personnes concernées. Bref, peut-être une piste à explorer. J'ai un billet totalement, mais embaucher peut-être des organisateurs communautaires. Donc, je termine en remerciant Rap Jeunesse, les autres organismes du nord de la ville, mais aussi le financement maillage du CRESP et de la DSP pour le soutien à ce projet. Merci beaucoup, Andréane. Maintenant, on va avoir la chance d'entendre David Ortiz-Paredes, qui est étudiant au doctorat en santé publique à l'École de santé publique. Donc, bonjour tout le monde, je suis très content d'être ici pour parler de cette analyse qu'on a faite qui se trouve justement dans l'intersection de ce qui est la santé mentale mais aussi la consommation dans ces cas-ci du cannabis. Donc, c'est une analyse qui est intitulée « Santé mentale et bien-être des jeunes qui s'identifient comme lesbiennes, gays, bisexuels, trans et queer. Quel est le rôle de la consommation du cannabis ?» Donc, on sait qu'il existe plusieurs inéquités
quand on compare les jeunes LGBTQ+, avec les gens qui ne sont pas LGBTQ+, en ce qui concerne la santé mentale, par exemple, les gens de la diversité sexuelle et des genres font face à plus d'enjeux de santé mentale. En ce qui concerne la consommation du cannabis, c'est une population qui affiche des taux de consommation parmi les plus élevés. La recherche, quant à elle, tente à expliquer et à explorer ces enjeux d'un point de vue beaucoup plus déficitaire et des facteurs de risque. On a par exemple le cadre théorique de la théorie de stress minoritaire qui est très souvent utilisé pour expliquer ces inéquités-là. Même si c'est une théorie qui est très utile, il reste qui ne rend pas compte de tout l'ensemble des expériences des jeunes LGBTQ+, en ce qui concerne soit la santé mentale ou soit la consommation du cannabis. Donc, la littérature scientifique qui étudie la consommation de cannabis et la santé mentale d'un point de vue beaucoup plus nuancé, holistique et fondé sur la force est encore très limitée. Je juge que c'est une vision qui est nécessaire en ce qui est la santé mentale pour passer de l'identification des facteurs de risque à une compréhension beaucoup plus approfondie des déterminants d'une santé mentale positive. En ce qui concerne la consommation du cannabis, c'est une compréhension qui est importante pour avoir une connaissance beaucoup plus compatissante et aller au-delà des aspects négatifs de la consommation des substances et du cannabis. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'on a décidé de mener cette analyse où on allait au-delà plus des explorations des motifs de consommation pour justement comprendre c'est quoi les stratégies des jeunes LGBTQ+, pour promouvoir leur santé mentale tout en considérant le rôle du cannabis dans ces efforts-là. Donc, pour ce faire, on a mené une étude qualitative descriptive auprès de 15 jeunes LGBTQ+, âgés de 16 à 25 ans qui consommaient du cannabis et qui auto-rapportaient des enjeux de santé mentale. Ces personnes-là ont été invitées à faire des entretiens semi-structurés qui ont été menés par une paire chercheuse. Ensuite, on a mené une analyse collaborative qui était thématique et inductive, où l'objectif était justement de créer un portrait complet et significatif de ce qui est la promotion de la santé mentale chez les participants. Donc, qu'est-ce qu'on a pris? Donc, tout d'abord, les personnes participantes ont décrit une quête d'un espace sûr pour favoriser la confrontation d'émotions. À son tour, la confrontation d'émotions favorisait l'introspection. Donc, en ce qui concerne la consommation du cannabis, c'est une pratique qui s'est alignée avec cette quête parce que les participants disaient se sentir libérés sous l'influence du cannabis, ce qui a permis d'affronter certaines peurs, certaines émotions et aussi d'avoir une introspection. Donc, on a un exemple ici d'un quote d'une personne qui nous dit « Le cannabis offre un espace sûr à une personne ayant des difficultés en santé mentale et cela vous permet de faire une introspection. » Cependant, la consommation de cannabis n'était pas le seul élément qui permettait de construire justement cet espace sans jugement. En effet, avoir accès à un professionnel de la santé mentale a aidé également la confrontation d'émotions et d'avoir une introspection chez les participantes. On a un exemple ici d'une personne qui nous dit « Je pense que j'étais assez en thérapie pour savoir comment comprendre mes propres émotions. » Également, les relations interpersonnelles et un sentiment de communauté a également permis aux personnes d'avoir une introspection et une confrontation des émotions. Par exemple, une personne nous disait « J'ai plus d'amis, plus de communauté, j'ai définitivement commencé à avoir des émotions plus régulées et j'ai pu être plus introspectif. » Deuxièmement, les personnes disaient faire également la promotion de leur santé mentale en s'engageant dans une construction active de leur identité. Cela a permis à la fois d'accepter et rencontrer une soi authentique. Donc, parmi certaines personnes, la consommation de cannabis a permis, par exemple, l'acceptation d'une identité de genre ou une orientation sexuelle.
Donc, on a un exemple d'un participant qui nous disait « La consommation de cannabis m'a aidé à être conscient de mon genre et de mon identité sexuelle, à les accepter et qu'ils sont une partie importante de qui je suis. » Mais au-delà de la consommation de cannabis, un sentiment de communauté et un sentiment de famille choisie a également permis aux participants de favoriser cet aspect de bâtir une identité et l'accepter. Donc, par exemple, une personne nous disait l'une des principales ressources pour moi a été la communauté et comment un nouveau sens de famille choisie. J'ai l'impression d'apprendre à m'aimer parce que je me vois en elle. Mais que ce soit par le biais de relations communautaires ou même aussi des relations thérapeutiques avec des professionnels de la santé mentale, ces systèmes de soutien qui se sont bâtis autour des participants a permis ou a joué un rôle important pour renforcer la confiance en soi et aussi l'acceptation de soi. Troisièmement, la conception de bien-être mental chez les personnes participantes était intimement liée avec une quête de relaxation, de détachement et de plaisir. C'est aussi étroitement lié à une attente d'un sentiment d'équilibre dans leur vie. Et donc, les participants ont identifié différentes stratégies ou des mécanismes pour aider à gérer le stress, mais aussi les défis de la vie quotidienne. Donc, tout d'abord, la consommation de cannabis a permis aux participants d'être un outil de gestion de stress, mais aussi un outil pour avoir une pause délivrée dans la journée. Donc, par exemple, relaxer, c'est important pour ma santé mentale. Et maintenant, me relaxer, c'est associé au cannabis. Le cannabis aide ma santé mentale, mais je me dis que je pourrais me relaxer sans ça. Donc, les participants ont aussi reconnu l'importance de trouver d'autres solutions ou d'autres mécanismes à long terme pour gérer le stress et les problèmes de la vie quotidienne. Donc, par exemple, avoir accès, encore une fois, à un professionnel de la santé, mais aussi avoir une vie active à travers le passe-temps ou l'activité physique. Donc, les expériences des participants nous reflètent une compréhension beaucoup plus holistique de ce qui est la santé mentale. Ces perspectives permettent la conceptualisation de la santé mentale au-delà de l'absence de diagnostic psychiatrique. Notre étude élargit également la compréhension des déterminants de la santé mentale en soulignant par exemple l'importance d'un sentiment de communauté et des relations interpersonnelles, y compris avec les professionnels de la santé mentale, pour justement bâtir des espaces introspectifs sans jugement, premièrement. Deuxièmement, pour avoir une construction d'une identité. Et troisièmement, arriver à avoir un détachement. Ainsi, les jeunes qui s'identifient comme LGBTQ+, qui consomment du cannabis, ne comptent pas uniquement sur cette substance pour gérer leur santé mentale. Et bien au contraire, le cannabis fait partie d'un ensemble plus large de stratégies qui visaient justement à combler ces besoins en matière de santé mentale. On reconnaît également la littérature sur les méfaits et les risques liés au cannabis, mais cette étude a exploré la consommation du cannabis au-delà de ce risque potentiel. On juge que c'est une connaissance importante pour savoir comment les gens qui consomment du cannabis font l'équilibre de les risques, mais aussi les bienfaits qu'ils trouvent dans cette pratique. Et un dernier point, c'est une connaissance qui est importante aussi pour justement créer des connaissances qui nous aident à progresser vers la déstigmatisation de la consommation du cannabis, mais aussi des enjeux de santé mentale. Donc, merci beaucoup pour votre attention. Et je vous invite également à aller consulter le livret des Lumières sûres qu'on a fait avec le CRESP, où vous allez trouver plus d'informations sur le projet Cannapix, où on a exploré la consommation de cannabis et aussi la santé mentale chez les jeunes LGBTQ+. Merci. Je vais inviter Jean-Sébastien et Andréane à venir me rejoindre pour une période de questions réponse. Donc, levez la main. Donc, Louise,
Et je vous invite à vous présenter pour qu'on puisse connaître qui est dans la salle. Louise Potvin. À n'importe quel de vous trois, moi, ça me stresse beaucoup de voir tout le backlash qu'il y a à l'heure actuelle dans les communautés autour justement de l'approche de réduction des méfaits, surtout lorsqu'il est question de donner des services. Et ce que les gens disent, au-delà de n'importe quoi, c'est on arrive à une concentration dans certains quartiers de gens qui sont à la marge de l'ordre public et qui dérangent. C'est quoi votre solution là-dessus? Et puis, dites-moi pas, éduquer les gens, c'est pas une bonne idée. Je peux-tu commencer? Avant, je veux juste dire que ma légère commotion, c'est pas à cause de ma drogue, de ma consommation de drogue, parce que les préjugés, ça part vite. C'est d'une chute combinée, là, notamment en jouant au hockey hier soir. Ça, c'est une drogue dure, là. Oui, c'est dangereux, le hockey. Il faut interdire ça. Puis, je veux quand même dire, c'était un peu sarcastique, mon conflit d'intérêts, là. Parce que, tu sais, les sexologues ont du sexe, puis les nutritionnistes mangent, là. Tu sais? On va se le dire, hein, Geneviève? Je sais qu'il y en a d'autres dans la salle. OK. C'est une excellente question. Puis c'est pas simple. En fait, la solution est simple, mais pas facile à mettre en œuvre. C'est que ce qu'on observe, je vais y aller encore dans les raccourcis, là, mais c'est le résultat de politiques néolibérales, capitalistes, individualistes, socio-économiques qui font qu'on crée de la misère. Puis là, après ça, on dit « Hey, les miséreux, là, crissez votre camp, là, tu sais, disparaissez. » Faut reconnaître ça. Tant qu'on n'aura pas des politiques socio-économiques qui font pas créer de la misère et des inégalités de richesse, là, puis tu sais, je veux dire, c'est pas vrai qu'il n'y a pas de ressources, ils sont juste concentrés, là. J'ai pas de solution, OK? Mais concrètement, pour des choses comme la maison Benoît Labre puis les discours qu'on entend, il faut intervenir dans les médias pour défaire les choses qui sont dites qui sont pas vraies. Il y a beaucoup de surenchères, politisation, de faussetés qui sont dites par rapport à la maison Benoît Labre et à d'autres choses. Je l'ai dit tantôt, la décriminalisation, les services de réduction des méfaits. En ce moment, je vous le dis là, comme scientifique, je trouve ça très difficile parce que on voit ça avec les changements climatiques. On voit ça avec la communauté LGBTQ, on voit ça avec plein de choses. Des fois, tu te dis, coudonc, c'est-tu mieux de faire de la militance puis de la politique que de la science? Parce qu'il y contourne la science, puis ça marche, puis Trump est élu, puis Poilievre va peut-être l'être. En disant des faussetés, puis en disant des choses qui sont contraires aux connaissances. Il y a des solutions concrètes, là, mettre des travailleurs de rue, faire plus d'échanges avec la population, mais quand les politiciens décident de récupérer politiquement des choses comme ça, c'est très difficile d'aller à l'encontre de ça. Puis là, je n'étais pas prêt à répondre à ça, mais c'est le début de ma réponse. Peut-être qu'Andréane ou David veulent le compléter. Merci. Tu as raison d'avoir peur. Et je te dirais que j'ai traversé le Canada au complet cet été sur cette question-là. Et il y a clairement un backlash au Canada, particulièrement dans l'Ouest, sur la réduction des méfaits. Et on le sent ici aussi. Mais pour avoir passé du temps en Alberta, là, c'est épeurant. Et on ferme des services sous prétexte de postures très moralisantes de vouloir aider. Par exemple, on ferme tout ce qui est site de consommation supervisée en ce moment, concrètement, là, sur une base régulière en Alberta. On en a fermé dans la dernière année en disant qu'on investit dans du traitement, sans que les personnes aient nécessairement demandé pour du traitement. Donc, vraiment, on s'en prend à la réduction des méfaits. Et donc, ça, c'est juste pour dire que, d'après moi, tu as tout à fait raison d'avoir peur. Il faut continuer à en parler. C'est pour ça que j'insistais tantôt sur on va sortir quelque chose de plus petit, sur notre guide, parce que c'est ça que ça met de l'avant. Et donc, il faut diffuser, puis oui, diffuser à différents endroits, être dans les médias. Mais au-delà de ça, il y a clairement des décisions de société à prendre. Je fais aussi un raccourci, là, ça se prend pas de mal, une décision de société, j'en conviens, mais
il faut nommer des effets, entre autres comme à Montréal, de la gentrification sur les quartiers. C'est clair que ça joue. Et donc, la solution à ça, j'ai pas de solution parfaite. Là. Si j'en avais une, on serait déjà... Il y a du bon qui l'aurait déjà fait. Mais c'est sûr que développer des communautés inclusives, où ce que chacun a sa place, bien, ça en fait partie. Donc, oui, réduire les inégalités et tout ça. Mais continuer à développer des communautés qui sont inclusives, d'après moi, c'est un élément parmi d'autres. Pas la seule, mais ça permet de travailler un petit peu plus en amont. Parce que, clairement, juste la réduction des méfaits, c'est pas suffisant, puis clairement, ça va... En tout cas, on espère que ça va continuer, mais on a un petit peu de crainte en ce moment. Merci pour la question. J'ai juste un petit élément à ajouter. Je pense que c'est aussi important de comprendre notre activité scientifique comme une activité qui s'inscrit dans un contexte politique. On parle beaucoup de collaboration avec les communautés, avec différentes parties prenantes, mais ces parties prenantes incluent également les décideuses comme toute la partie politique. Donc peut-être qu'il faut bâtir des projets de recherche qui comprennent mieux ces contextes politiques. Comme ça, le transfert des connaissances et l'utilisation des connaissances va mieux se faire. Donc c'est juste un petit élément de plus pour ajouter à ces réponses. Merci. Je veux juste ajouter quelque chose. J'insiste sur la stigmatisation. Je faisais une blague là, avec la sexualité et tout ça, mais il va falloir arrêter de dire des menteries sur les drogues. Là. Ça fait partie de l'expérience humaine. Ça existe, ça existera toujours. Puis tant qu'on va traiter ça comme quelque chose de strictement une responsabilité individuelle, alors qu'il y a plein de comportements volontaires qu'on ne traite pas comme ça, même en sciences, j'en parlais récemment avec quelqu'un, puis c'est intéressant, enfin, merci David et Olivier d'avoir des études sur les bienfaits puis les fonctions de la consommation, parce que ça existe, là. C'est fou, il y a des études qui ont des méthodes limitées sur les risques des drogues, puis hey, la drogue, c'est dangereux. Là, tu as des études avec les mêmes méthodes limitées sur les bienfaits des psychédéliques. Oh, attention, notre méthode, c'est de la merde. Tu sais, il y a comme un double standard parce que la drogue, c'est mal. Il faut déstigmatiser, il faut changer le discours. Partout, tout le temps. C'est un comportement humain, animal, qui a des risques, mais qui est normal. Puis, c'est ça un peu le message que je voulais dire tantôt, je ne l'ai pas fini, là, mais criminaliser puis punir, ça stigmatise, puis stigmatiser, ça tue. Puis c'est même pas un slogan, là, c'est vrai. Ça tue. Puis c'est ça qui se passe. C'est juste qu'on s'en fout des gens dans la rue. On les voit pas comme nos voisins, on les voit comme des déchets sociaux, que c'est de leur faute, alors que c'est pas juste une responsabilité individuelle. Là. Tous les comportements sont des responsabilités individuelles et collectives. Puis dès que c'est collectif, ben c'est collectif. Une autre question dans la salle ou peut-être en ligne aussi, si jamais? Puis en attendant la question, donc, la stigmatisation est plus nocive que l'usage de drogue. Je voulais pas te couper, là, Jean-Sébastien. Bonjour, mon nom est François-Xavier. Ma question s'adresse bien à tous, mais plus spécifiquement au projet de recherche que Andréane a présenté tout à l'heure. Il y a un concept que je retrouve dans la littérature qui parle de risque situationnel. Puis pour les personnes, il y a beaucoup cette négociation-là de la notion de risque, beaucoup en la mettant en équilibre avec les besoins au jour le jour. Les personnes sont beaucoup dans le ici et maintenant, ils ont des besoins criants auxquels ils ont besoin de répondre. Puis souvent, ce risque-là est négocié. Puis même, tu sais, un exemple, bon, qui peut être une tranche de vie, mais j'ai suivi une formation en réduction des méfaits sur l'injection sécuritaire par un père formateur il y a quelques années, qui était quelqu'un de très informé des bonnes pratiques, mais aussi de la réalité de la consommation, qui disait, bien moi-même, quand je fais la présentation à d'autres pères, je leur dis, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Parce que lui-même est conscient qu'il négocie lui-même dans sa consommation cette prise de risque-là. Je me demandais si, dans le cadre de votre étude, vous alliez documenter un peu, vous parliez de la culture dans le nord de la ville, si vous alliez documenter pour eux un peu cette notion-là, puis la mettre un peu en relation avec les besoins qu'ils peuvent vivre, puis essayer de trouver comment est-ce que dans des interventions soit individuelles, soit au niveau des services, comment est-ce qu'on peut avoir une adéquation avec les besoins de la population.
Merci pour la question. C'est une très bonne question. Je cherche vraiment la réponse la plus intelligente. Là, elle ne me vient pas. On n'est pas centré sur cette question-là, mais c'est clair que ça en fait partie, effectivement. Puis quand on choisit un mode de prévention ou un autre, c'est sûr que la notion de risque en fait partie. Et donc, effectivement, on a questionné les personnes sur ce qu'elles font déjà pour prévenir les surdoses. Et comme je disais tantôt, elles sont déjà très au courant et elles font déjà des choix à ce niveau-là. Et on les a aussi questionnés sur différentes stratégies qu'on savait qui ne se faisaient pas dans le secteur, mais qu'on avait recensées dans la littérature. Et donc, ce qui sera intéressant de voir, c'est de mettre ça en parallèle aussi avec ce que les intervenants vont mettre en place. Donc, effectivement, cet équilibre-là entre les différentes formes de risque, mais c'est sûr que quand on travaille avec des personnes, parce que, Jean-Sébastien le disait, là, tout le monde qui consomme est à risque de surdose, mais c'est sûr que les personnes qui sont dans des situations de grande précarité, ils ont un cumul de différents risques, là. Tu le dis bien, fait qu'effectivement, les décisions qui sont prises sont en fonction de ça, et donc, c'est certain que si tu es dans une situation de plus grande précarité, bien, tu vas peut-être prendre plus de risques que si tu étais dans une situation de plus grand confort. Bref, tout ça pour dire qu'il faut travailler certainement en amont, mais comprendre l'interaction entre ces différents risques-là et comment ça influence la prise de décision, ça en fait partie. Sans que ce soit le focus spécifique du projet de recherche, c'est sûr que dans l'analyse, ça va en faire partie. Je ne sais pas si vous voulez compléter sur la notion de risque. Peut-être une dernière question rapide. En arrière. Bonjour, je me prénomme Léandre. Ma question s'adresse au premier présentateur. C'est par rapport à la crise des opioïdes. Vous avez dit pour régler la crise des opioïdes, il faudrait investir dans tous les déterminants de la santé. Je voudrais savoir si vous ne trouvez pas que c'est plus qu'ambitieux au vu de la dynamique actuelle des politiques. Parce qu'investir dans tous les déterminants et régler, on pourrait même dire que c'est un rêve. Ça, c'est mon opinion. Qu'est-ce que vous en dites, merci? En 30 secondes, Jean-Sébastien. Je vais citer le grand intellectuel Che Guevara, soyons réalistes, exigeons l'impossible. C'est vrai que c'est ambitieux, mais c'est ça la solution. C'est ça la solution. Tant qu'il n'y aura pas des conditions de vie favorables, des environnements favorables, des soins de santé accessibles, de l'éducation, des conditions de travail, name it, là, vous les connaissez, puis pas de stigmatisation, on va avoir plus de problèmes. Fait que moi, je pointe la solution, je ne suis pas politicien, mais le grand bien m'en fasse. Mais travaillons ensemble pour le faire, ce changement-là. C'est possible. Mais je voudrais prendre le temps de remercier Jean-Sébastien, Andréane et David pour leur travail très inspirant puis leur beau plaidoyer aujourd'hui. Merci, c'est très important ce que vous faites, on l'apprécie. Donc, merci beaucoup, Olivier. Merci aux présentateurs, présentatrices. Donc, maintenant, je vais inviter Geneviève Mercil, qui est chercheuse au CRESP et professeure au département de nutrition de l'Université de Montréal. Et aussi, n'oubliez pas de voter pour notre prix coup de cœur avec le code QR. Bon après-midi tout le monde. J'espère que vous allez bien. Alors, je vais avoir le plaisir de modérer le reste de l'après-midi autour de la thématique des crises alimentaires. Donc, je vais présenter, dans les blocs de 4 présentations, je vais présenter tout de suite les 2 premiers puisqu'ils sont liés. Je souligne ici que j'ai un conflit d'intérêts puisque je suis co-chercheuse dans cette équipe. Donc, Federico Rancarolo, qui est le coordonnateur scientifique de l'étude Parcours, il va vous faire la première présentation. Et ensuite, Caroline Adam, qui est chercheuse de collège au Cégep du Vieux-Montréal, qui va venir vous présenter des résultats qualitatifs. Federico. Bon, bonjour à tout le monde. J'ouvre le panel crise alimentaire. On parle de crise alimentaire parce qu'il y a beaucoup de monde qui ne mange pas à sa faim.
au Canada, on parle de 13,8% au Québec, qui est la province qui se place mieux finalement au niveau canadien, parce qu'on arrive à 22,9% dans le Newfoundland et Labrador. On parle de crise alimentaire parce que c'est une crise qui continue à augmenter. Regardez ici, il y a les données du Québec. Donc, dans les mois de mars, il y a 2023, ça, mais ça va augmenter encore plus en 2024. On a plus de 600 000 paniers alimentaires qui ont été donnés. Donc, ça veut dire presque les 100% de plus par rapport à 2019. 2019, avant la pandémie et avant l'inflation. L'autre donnée importante de cette diapo, c'est à mon avis les 18,5%. Donc souvent on parlait, oui, on n'a pas un travail, donc c'est difficile de se nourrir, trouver l'argent. Non, les 18,5% des ménages aidés qui vont chercher de la nourriture dans une banque alimentaire ont un emploi comme principale source de revenus. Donc, et c'est une augmentation de plus de 100% par rapport au passé. Dans ce contexte, on va parler de l'étude parcours. L'étude parcours est une étude qu'on a faite entre 2018 et 2023 et on a cherché des nouveaux utilisateurs des banques alimentaires et on les a suivis. Parce qu'on voulait connaître les personnes qui demandent de l'aide alimentaire, on voulait savoir qu'est-ce que ça arrive à cette personne après 2 ans. Est-ce qu'ils vont rester dans l'aide alimentaire? Est-ce qu'ils vont sortir de l'aide alimentaire? Quel est l'impact de l'aide alimentaire sur la sécurité alimentaire? Quel est l'impact sur la santé? J'ai dit l'impact de l'aide alimentaire, mais ce n'était pas ça le but de l'étude. Le but de l'étude, c'était étudier l'utilisation des services d'aide alimentaire, mais il y a eu la pandémie. Donc, tous ceux qui sont cuisines collectives, jardins communautaires et tout ça, malheureusement, ont fermé les portes. Donc, notre étude est un peu plus limitée et on a bien ciblé l'utilisation de l'aide alimentaire un peu moins des services complémentaires, donc cuisine collective et tout ça, parce qu'ils ont fermé les portes. Donc, c'est une enquête longitudinale, c'est une étude mixte. Il y a une partie quantitative avec l'enquête longitudinale et une partie qualitative dont va parler Caroline. Pour l'enquête longitudinale, on parle de 1000 personnes demandeurs d'aide et on les a suivis 3 ans. 2 choses importantes dans cette étude. Une, des nouveaux utilisateurs. Donc, si vous lisez la littérature, ce ne sont jamais des personnes qui ont commencé l'utilisation des banques alimentaires. Deuxième chose, sont les 3 milieux de vie, rural, urbain, périurbain. On pense souvent aux personnes qui font la file pour chercher de la nourriture à niveau urbain. Donc, on pense à Montréal. On voit souvent les files au Saint-Vincent-de-Paul, des choses comme ça. Il y a les mêmes problèmes, mais légèrement différents en milieu rural. Et je vous présente brièvement les T0. Donc, qui sont ces personnes? 61% des personnes étaient des femmes. En général, ils ont moins bonne santé par rapport à la population générale. Et le revenu est très faible. Quand on parle de très faible, on parle des personnes, ménages, les revenus de ménage de moins de $20 000 par année. Et le recours de l'aide alimentaire était à moins plus de 2 fois par mois. Ici, c'est les portraits de 1000 personnes à niveau des 3 rural, périurbain et urbain. Donc, l'insécurité alimentaire est beaucoup plus marquée quand ils arrivent à faire une demande alimentaire en milieu rural par rapport à milieu urbain ou périurbain. Si on regarde les revenus du ménage, presque 7 ménages sur 10 ont moins de $20 000 à niveau rural et presque 8 sur 10 ont moins de $20 000 à niveau urbain. Ici, comme je vous disais, la particularité est le milieu rural. Donc, cette diapo montre bien les différences entre milieu rural et milieu urbain quand ils commencent. Donc, c'est le T0. Donc, il y a plus de personnes à niveau rural qui sont en insécurité alimentaire. Ils ont un revenu généralement un peu plus élevé, comme je vous avais montré. Ce sont plus de familles monoparentales et sont moins de personnes qui vivent seules. Ça sont les particularités du milieu rural. Mais une fois qu'ils ont fait une première demande alimentaire, qu'est-ce qui arrive après 2 ans? Donc, après 2 ans, la sécurité alimentaire s'améliore. S'améliore pas mal, dans le sens qu'on voit qu'ils étaient les 19% en sécurité alimentaire
quand ils ont commencé, on arrive à 50%. Donc, si ça améliore la sécurité alimentaire, nécessairement vont diminuer les autres taux. Et cette amélioration est pareille. Il y a une amélioration soit à Montréal que dans les autres régions. Maintenant, vous voyez, on a mis aussi Montréal, parce que c'est vrai qu'on parle d'urbain, mais on parle aussi, on a fait l'étude dans 4 différentes régions du Québec, donc la Naudière, Istrie, Mauricie, centre du Québec et la région de Montréal. Et on a vu qu'il n'y a pas seulement des différences au niveau urbain, périurbain et rural, mais il y a des différences aussi à Montréal, des situations particulières de Montréal. Donc, la santé s'améliore, surtout la santé mentale, par rapport à l'état de crise majeure quand ils font une première demande d'aide alimentaire, mais ça reste quand même en situation critique. Donc, ça, c'est la situation. Mais quel est le parcours d'utilisation du don alimentaire? Donc, moi, je commence à demander de l'aide alimentaire. Qu'est-ce que ça arrive après 2 ans? Est-ce que je suis coincé dans l'aide alimentaire pour toujours? Et ça, c'est très important à niveau de la deuxième diapositive que je vous avais montré. Donc, est en augmentation le pourcentage, mais on va voir comment. L'usage, il y a des personnes qui commencent à utiliser l'aide alimentaire et ils arrêtent. C'est la situation critique. Et ils arrêtent, c'est résolu. Il y a des personnes qui commencent à utiliser l'aide alimentaire, mais deviennent chroniques, donc ils ne sont pas capables de s'en sortir. Et il y a des personnes qui commencent à utiliser l'alimentaire, ils l'utilisent pour un certain temps, et après ils sont capables de s'en sortir. J'ai dit ils sont capables, mais ce n'est pas le bon mot. Il y a des situations qui leur permettent de s'en sortir. Et il y a un usage récurrent, donc l'aide alimentaire reste dans la boîte utile de ces personnes. Donc, il y a qui sont ces personnes qui, par rapport au parcours, on voit que les 42%, en milieu rural, les 42% restent chroniques. Et on voit aussi qu'il y a un impact dans la scolarité. Les moins éduqués sont les personnes qui ont plus probabilité de rester quand même dans les niveaux chroniques. Ça, c'est la diapositive la plus importante, à mon avis. Parce qu'il y a des courbes. Il y a des courbes liées aux revenus. Vous voyez comment augmentent les revenus par rapport pour la courbe pour les utilisateurs qui ont une arrêt rapide et durable. Et vous voyez comment ça reste là, les revenus de ceux qui sont à un niveau chronique. Donc on parle d'utilisation d'aide alimentaire, mais on ne peut pas parler de ça sans parler du revenu. Et sans parler des revenus, ça comporte aussi toutes les dépenses qu'on a. On ne peut pas parler d'aide alimentaire sans parler du logement, sans parler des dépenses qui augmentent, sans parler de l'inflation pour se nourrir et tout ça. Donc ici, c'est une autre diapo, je n'ai pas beaucoup de temps, mais vous voyez que la sécurité alimentaire augmente beaucoup plus pour ceux qui ont un arrêt rapide et durable. Et ici, il y a les points clés à retenir. Donc, tout le monde est en situation de grande vulnérabilité. Il y a des personnes qui sont capables de s'en sortir. Il y a des personnes qui ne sont pas capables de s'en sortir, qui deviennent chroniques. Ils vont augmenter la statistique des utilisateurs des banques alimentaires. Donc, ça à quoi est lié? Ça est lié aux revenus. Aux revenus ou à la possibilité d'avoir un emploi ou à la possibilité d'augmenter les salaires. Parce qu'il y a des enjeux avec les logements, avec tout ça. Donc, il y a l'aide alimentaire, il ne faut pas les prendre en soi, mais il y a tous des déterminants qui affectent l'accès aux banques alimentaires ou l'accès à l'aide alimentaire. Donc, merci à tous ceux qui ont collaboré à cette étude. Donc, on a 106 organismes communautaires, à toute l'équipe de projet et à 1001 participants. Et je voulais vous dire qu'on a fait un feuillet qui est la lumière sûre. Donc, il y a des exemplaires à l'extérieur. Ici, il y a les résultats principaux du projet. Il y a aussi toutes les publications qui sont sur le site de la chaire Cassis de Louise Potvin, ici. Et c'est fini. Ouais. Ça va? Oui.
Alors, bonjour, mon nom est Caroline. Donc, j'ai participé particulièrement au volet qualitatif de l'étude parcours. En fait, un des objectifs de ce volet-là était de mieux comprendre les circonstances dans lesquelles se trouvent les personnes au moment où ils décident, en fait, de se tourner vers l'aide alimentaire. Et là, j'ai pas le... Voilà. Avant d'aller plus loin, laissez-moi vous convaincre que ce moment-là, où les gens décident de se rendre à une banque alimentaire est un moment critique et extrêmement pertinent à étudier. Tout d'abord, en fait, il faut se rappeler que la plupart des personnes qui sont en insécurité alimentaire n'y vont pas aux banques alimentaires. Les personnes, en fait, qui s'y rendent, elles, sont mal en point. En fait, comme l'a montré un peu Federico, les personnes sont en situation d'insécurité alimentaire grave ou modérée et sont particulièrement pauvres. Et dans la liste des stratégies, là, en fait, des personnes en situation de sécurité alimentaire, aller à une banque alimentaire, c'est en bas de la liste. Les gens vont retarder leurs factures, vont se priver de manger, vont emprunter de l'argent, vont même voler de la nourriture. Mais ultimement, aller à une banque alimentaire, c'est le dernier recours. Et il faut savoir que se tourner vers les banques alimentaires, c'est au prix de son sentiment de dignité. Les recherches sont assez claires là-dessus. Les gens qui se présentent dans les banques alimentaires ont honte et subissent d'humiliation. Donc, ce moment-là, là, de se tourner vers une banque alimentaire, c'est particulièrement critique. Et quand je dis que les gens décident de se rendre dans une banque alimentaire, c'est important. En fait, oui, ils décident dans une option limitée de choix, mais les gens pensent qu'on tend les bras puis on reçoit un panier alimentaire. C'est pas du tout le cas. Il faut trouver les ressources, il faut appeler, il faut trouver la ressource dans son quartier ou même aller plus loin. Il faut s'accorder avec les heures d'ouverture. Et souvent, il faut montrer des preuves de pauvreté qui sont particulièrement humiliantes à vivre une fois qu'on se présente. Donc, pour, en fait, documenter un peu ce moment-là qui mène à cette décision-là forte en conséquence, on a décidé d'investiguer avec une recherche qualitative basée sur des entretiens de type récit de vie. Donc, le récit de vie, c'est essentiellement un entretien où on invite les gens à partager un moment de leur parcours. Ici, on a insisté sur cette fenêtre-là où les gens ont décidé de se tourner vers le don alimentaire. Donc, en fait, nos 36 participants ont été sélectionnés à travers les 642 participants de l'étude parcours qui ont répondu aux 3 questionnaires et qui ont accepté d'être contactés par la suite. Et on a fait une méthode d'analyse, en fait, qu'on avait développée dans un autre projet et qui est essentiellement la déconstruction des récits en reconstruction chronologique sous forme d'épisodes dans lesquels on essaie de comprendre un peu les événements, les actions puis les circonstances de ces actions-là. Donc, tout ça nous a mené à élaborer un peu 5 catégories qui résumaient bien un peu les circonstances entourant le premier recours à l'aide alimentaire. Donc, la première situation, en fait, la première catégorie, c'est le recours alimentaire lié à une situation d'immigration. En fait, ce qu'on remarque, c'est que les gens qui arrivent dans un nouveau pays, qui était ici le Québec et le Canada, c'est un événement majeur. En fait, c'est un événement perturbateur qui va, en fait, limiter la possibilité d'utiliser ses ressources, ses capacités. Souvent, en fait, les personnes n'ont pas la reconnaissance de leur diplôme, n'ont pas de réseau social et la barrière de la langue va limiter les possibilités d'emploi. Donc, le recours aux banques alimentaires va souvent se faire à travers un ensemble de stratégies qui est utilisé pour améliorer ses conditions de vie et la banque alimentaire est utilisée en attendant. Ensuite, il y a le recours alimentaire lié au statut de femme. Eh bien, encore aujourd'hui, la position sociale des femmes dans des couples hétérosexuels va limiter, en fait, les chances des femmes de poursuivre leurs études et d'accumuler du capital financier. Et ici, on a 2 cas de figure particuliers. En fait, les femmes qui se sont tournées vers le don alimentaire, dans cette catégorie-là, le faisaient soit parce que le mari, en fait, elle s'occupait des enfants à la maison, le mari perdait son emploi, et là, donc, épuisait rapidement leurs ressources financières, et ensuite, la femme était mandatée de se tourner vers la banque alimentaire pour nourrir la famille. L'autre cas de figure, c'est lorsqu'il y a une rupture qui survient. Les femmes, en fait, ayant souvent investi dans leur famille, ayant peu d'études, peuvent difficilement se revirer de bord, comme on dit, parce qu'en plus, elles ont la charge des enfants souvent à temps plein. Donc, elles se retrouvent souvent à l'extérieur de la maison en n'ayant pas de ressources financières et n'ayant pas de qualification pour pouvoir saisir des occasions de retourner sur le marché du travail.
Et aussi, le soin des enfants prend beaucoup de place, en fait, dans la vie. Puis souvent, en fait, ils n'ont pas accès à des services de garde, ce qui limite vraiment les possibilités de retourner sur le marché du travail rapidement. Il y a le cas de figure, en fait, qui est en fait le recours alimentaire lié à un problème de santé physique ou de santé mentale. Ici, ce qu'on remarque, c'est qu'il va arriver un événement, souvent impliquant un problème de santé physique, un problème de santé mentale, mais les gens ne sont pas nécessairement dans une trajectoire de grande vulnérabilité, ce qui fait en sorte qu'ils vont utiliser beaucoup de leurs ressources. Donc, vont piger dans leurs économies, vont vendre leur maison, vont utiliser, en fait, leur réseau social, mais au fur et à mesure, en fait, qu'ils utilisent ces ressources-là, il n'y a pas nécessairement d'amélioration des conditions de vie, puis la situation ne se résorbe pas. Et même souvent, il y a comme un phénomène un peu boule de neige où que les choses s'empirent au fur et à mesure que les gens tentent de se remettre sur pied. Et au bout d'un moment, la séquence de temps peut être plus courte à plus longue. Au bout d'un moment, l'ensemble des ressources vont être épuisées et ils vont se tourner vers le don alimentaire. Le recours alimentaire lié à l'âge, c'est encore un peu un cas de figure qui est lié à l'usure un peu des ressources, mais le phénomène en arrière n'est pas le même. C'est-à-dire qu'ici, souvent, c'est des personnes qui ont travaillé toute leur vie, qui avaient un travail souvent physique. En fait, ce n'est pas des gens nécessairement qui avaient un niveau d'éducation très élevé. Et en fait, autour de la cinquantaine, soit qu'ils vont perdre leur travail ou ils n'auront plus les capacités physiques d'exercer ce type de travail-là et vont se retrouver sans emploi ou vont devoir diminuer de façon importante le nombre d'heures possibles à travailler par semaine. Et là, dans le fond, ce que les individus vont faire, c'est de tenter de retourner sur le marché du travail parce qu'ils ne sont pas inaptes. Cependant, rendus à 50, 55 ans, en fait, les possibilités, souvent le marché du travail est plus difficile d'accès. Les personnes ont rapporté vivre de l'âgisme et surtout la barrière, en fait, liée un peu à la littératie numérique. Dans le fond, souvent, on va les référer au guichet à l'emploi, mais les personnes ne savent pas du tout maîtriser, en fait, l'environnement numérique qui est lié à ces démarches-là. Ce qui va faire en sorte qu'un jour, ces personnes-là vont avoir épuisé encore une fois toutes leurs ressources et au bout de ces tentatives-là de saisir des opportunités pour améliorer ses conditions de vie vont pas fonctionner. Ils vont finir par se tourner vers les banques alimentaires. Et finalement, en fait, il y a le recours à l'aide alimentaire lié à une vulnérabilité intergénérationnelle. Et si on est, dans le fond, dans des parcours de vie assez difficiles, et ce, dès l'enfance, c'est-à-dire que c'est des conditions de vie qui n'ont pas favorisé à l'enfance et à l'adolescence la possibilité de se développer des capacités, et même en fait pour être en mesure d'obtenir une formation qualifiante, ce qui fait en sorte que dès l'entrée, à l'âge adulte, les personnes vont se trouver en grande vulnérabilité et tout événement devient un événement perturbateur et peut en fait amener les personnes à se retourner vers l'aide alimentaire assez rapidement. Et souvent, en fait, c'est des personnes, c'est ça, qui sont assez loin du marché du travail et assez, dans le fond, vulnérables sur le plan, évidemment, financier, mais aussi du logement. Donc, une fois qu'on a dit ça, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que en fait, c'est le don alimentaire. En fait, les gens qui se tournent vers le don alimentaire, c'est loin d'être un bloc monolithique. En fait, c'est pas des gens homogènes, c'est pas les gens qui ont le même parcours, c'est pas les mêmes dynamiques qui sont à l'œuvre quand les gens se tournent vers le don alimentaire. Donc, évidemment, c'est pas les mêmes besoins et ça demande un niveau de réflexion différent si on veut vraiment répondre aux besoins de ces personnes-là. Faut savoir aussi que la fenêtre là, du don alimentaire, cette fenêtre-là est aussi importante à comprendre parce que ça nous aide aussi à comprendre les dynamiques derrière les situations de pauvreté. Parce qu'on le rappelle, l'insécurité alimentaire, c'est avant tout une question d'argent. Je pense que Federico a été assez clair là-dessus. Donc, ce premier recours-là à l'aide alimentaire est assez important à comprendre pour justement agir en amont puis espérer développer des interventions qui vont faire en sorte que les gens n'aient pas à avoir recours au don alimentaire. Alors, voilà, ça fait le tour. Et je vais remercier les mêmes personnes que Federico a remercié. Merci Federico. Et Caroline, j'inviterai Sarah Desmarais, qui est étudiante à la maîtrise en nutrition, à venir présenter sa présentation.
Super. Merci Geneviève. Donc, moi, je suis une étudiante justement à la maîtrise. Je m'appelle Sarah. Aujourd'hui, je viens vous présenter mon projet qui s'intitule « Culture alimentaire et comportement des adolescentes envers les produits ultra-transformés ». Donc, ça a été dirigé par mon directeur de recherche, Jean-Claude Moubarak, mais ça a été aussi financé par le CRES à travers le financement de maillage, donc avec la DRSP. Donc, je voulais commencer par justement les remercier. Il faut juste que j'aille dans le bon sens de la manette. L'autre côté. Je ne suis pas la première qui a des problèmes avec ça aujourd'hui. Donc, comme j'ai dit, ma première diapo, je veux vraiment être sûre d'avoir le temps de le faire. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis à la fin des dernières 30 secondes. Dans le fond, c'est pour remercier l'équipe santé environnementale et parcours de vie en milieu urbain de la DRSP. Donc, merci à Mireille, Sidonie et Anne. Par la suite, tout le personnel qui œuvre au Centre de services scolaires Marguerite Bourgeois, où est-ce qu'a eu lieu mon projet, entre autres les nutritionnistes Anne-Marie et Stéphanie, et finalement la directrice de l'organisme Respire, qui s'appelle Nathalie Boucher, pour son expertise en recherche qualitative, surtout auprès des adolescentes. Donc, voici le plan de la présentation pour aujourd'hui. Je vais commencer par définir les produits ultra-transformés. On a souvent entendu parler, je pense, dans la salle, c'est beaucoup dans les nouvelles. Ce qu'on veut dire par des produits ultra-transformés, c'est des aliments qui ont été créés à partir d'ingrédients qui ne sont pas d'usage culinaire, par exemple des substances extraites d'aliments, puis aussi des additifs cosmétiques. Parce que ces aliments-là ont été souvent associés à des problèmes de santé, puis aussi une diminution de la qualité de l'alimentation globale. C'est pour ça que c'est quand même inquiétant de savoir que les jeunes au Canada, donc ici on a les statistiques pour les adolescentes, en consomment plus que la moitié de leurs calories tous les jours sous forme de ces produits-là. C'est pourquoi on veut s'intéresser à mieux comprendre pourquoi ça prend une autant grande place dans notre alimentation, encore plus chez les jeunes, et ça revient aussi dans l'optique de la direction de santé publique qui veut comprendre comment mieux adresser les jeunes par rapport aux problématiques d'alimentation. On sait que les adolescents sont souvent des gens qui sont considérés comme ayant des moins bonnes habitudes alimentaires ou une moins bonne qualité alimentaire à cette période-là de transition. Finalement, ça aboutit à mon projet pilote qui a comme objectif d'explorer les perceptions et les motivations des adolescentes qui vivent en milieu urbain, donc ça a été à Montréal, de 13 à 18 ans, envers la consommation de produits ultra-transformés, évidemment. La méthode qui a été employée, elle s'appelle la méthode photo-voix. Ça commence à être de plus en plus populaire. Probablement que vous avez entendu parler déjà des projets en ce style-là. Donc, ça demande une prise de photos qui s'accompagne par la suite de groupes de discussion dans lesquels on parle de ces photos-là. Globalement, cette méthode-là, pourquoi je la trouve intéressante, c'est qu'elle permet à une communauté ou une population qui est ciblée, souvent on cible des populations plus vulnérables, plus difficiles à atteindre, puis ça permet, de leur point de vue à eux, d'identifier leurs forces, leurs préoccupations autour d'un enjeu, puis par la suite d'utiliser ces données-là pour les transmettre à des décideurs. Donc, dans le cœur de notre projet, comme j'ai mentionné, c'était vraiment de créer comme un vocabulaire qui parle aux jeunes, de les inclure le plus possible dans notre recherche pour mettre des bonnes pratiques en place pour travailler avec eux à travers ce sujet-là de l'alimentation et surtout des produits ultra-transformés. Finalement, ma collecte de données s'est passée de janvier à mai 2024. Ça s'est divisé en 3 rencontres. Donc, la première, c'est une rencontre de formation qui mettait la table sur c'est quoi les produits ultra-transformés, puis un peu savoir c'est quoi les consignes en lien avec le projet, pour par la suite leur donner environ 2 semaines pour prendre des photos dans leur quotidien de ce qui encourage ou décourage la consommation de produits ultra-transformés. Par la suite, il y a 2 autres rencontres, une individuelle, où est-ce que j'ai rencontré chacune des participantes pour pouvoir sélectionner des photos qui sont pertinentes pour les groupes de discussion. Le but de tout ça, c'était de ne pas limiter dès le début, apporte-moi juste 2 photos. On voulait vraiment avoir comme un éventail de photos. Mais par la suite, on sait que les groupes de discussion, des fois, on a un peu de temps limité, un nombre de participants XY. Donc, ça a été notre dernière étape qui a duré environ une trentaine de minutes jusqu'à 40 minutes. C'était sur l'heure de dîner aux écoles pour essayer de plus possible recruter des jeunes pour pas que ce soit un fardeau pour eux. Donc, c'est ça. Donc, je voulais vous donner un peu un portrait de quelles écoles ont été sélectionnées. Ça a été surtout à cause de recommandations des nutritionnistes du centre de services scolaires. On savait qu'il y avait, par exemple, des bons contacts avec des gens qui œuvrent dans ces écoles-là. Si on part un petit peu plus de l'ouest, on a l'école de l'altitude et des sources. Quand on se rapproche un petit peu du métro Côte-Vertu, on a les 2 pavillons de l'école Saint-Laurent et finalement, proche de l'université, on a Paul Gérin-Lajoie d'Outremont. On rentre dans la partie intéressante qui est les résultats du projet. Donc, je vais faire une petite parenthèse pour vous dire que les images qui sont dans ces diapositives-là, c'est des photos qui ont été prises par les participantes.
Donc, il a fallu évidemment avoir leur consentement et le consentement des parents pour pouvoir le diffuser dans des présentations orales. Fait que sur une centaine de photos qui m'ont été apportées par les jeunes, il y en a environ plus 20-25 que je peux présenter aujourd'hui ou dans, par exemple, au mémoire ou d'autres diffusions. Donc, ils sont super intéressantes, puis je suis contente. Je remercie les participantes de m'avoir donné leur consentement. Ici, on a le profil des participants. Donc, les participantes, j'en ai réussi à en recruter 25. J'étais très contente. Ils sont divisés à travers différents niveaux scolaires. Donc, j'ai autant du premier cycle, deuxième cycle, et aussi une classe d'accueil avancée. Ce que ça veut dire, c'est des jeunes qui étaient en apprentissage du français. Avancé, ça veut dire qu'ils sont quand même capables de dialoguer et participer à un groupe de discussion en français. Puis, on a environ un petit peu plus que la moitié qui étaient des écoles provenant d'écoles défavorisées. Dans les thèmes ou les catégories qui ont été relevées les plus souvent, cette analyse-là provient des groupes de discussion et on a fait une analyse de contenu autant déductive qu'inductive selon certains cadres théoriques. Premièrement, on sait globalement qu'il y a des facteurs individuels puis il y a des facteurs de l'environnement qui déterminent un comportement alimentaire. Donc, ça a été la première division majeure. Les jeunes ont légèrement parlé plus souvent de facteurs individuels, mais la différence n'est pas énorme, comme vous voyez à l'écran. Le facteur individuel le plus souvent mentionné, c'est vraiment les préférences. Donc, ça a en lien beaucoup avec le goût. Qu'est-ce que les aliments ultra-transformés ont l'air? Donc, c'est deux éléments qui ont ressorti beaucoup dans les groupes de discussion. Puis, on a aussi tout ce qui est en lien avec le mode de vie, le fait que des aliments ultra-transformés, c'est pratique. Dans les facteurs qui sont plus en lien avec l'environnement, ce qui vient le plus souvent, c'est tout l'aspect socioculturel. Donc, le fait que qu'est-ce que mes amis mangent, qu'est-ce que je mange avec mes amis, qu'est-ce que ma famille mange, les normes sociales en lien avec l'alimentation et les produits ultra-transformés. Puis, on a aussi une catégorie quand même assez particulière qu'on a appelée stratégie commerciale parce qu'on trouvait qu'environnement économique, ça ne venait pas vraiment rejoindre ce qu'on a trouvé. Donc, on a en lien tout ce qui est en lien avec le marketing, avec les prix, les rabais que des fois les étudiants ou les jeunes peuvent avoir pour acheter des produits ultra-transformés. On a résumé ça en ce qui facilite ou ce qui fait obstacle à la consommation de produits ultra-transformés. Tout ce qui est caractéristique des produits. Donc, les produits ultra-transformés, ils goûtent hyper bons, sont super bien mis de l'avant par des compagnies qui visent des fois même les jeunes. On a tout ce qui est en lien avec les caractéristiques des adolescentes, le fait que l'aspect social, pour eux, c'est important, le fait qu'ils se fient, par exemple, à des tendances pour choisir leurs aliments. Et finalement, le lien avec la proximité et l'accessibilité de ces produits-là dans leur environnement, que ce soit autour de l'école, autour de chez eux, dans leur quartier. Finalement, les obstacles, c'est en lien avec la famille, la cuisine et la conscience critique. Ce que je veux dire par conscience critique, c'est que les jeunes, parfois, ils ont des idées sur comment réduire la consommation de produits ultra-transformés chez leur père. Ils peuvent aussi savoir, des fois, qu'ils se font un peu avoir par les compagnies. Ils sont comme « Ah, cette pub-là, je l'ai vue, mais je pense qu'elle est un peu exagérée. » Fait qu'il y a quand même cette réflexion-là, des fois, chez les jeunes. Je vous ai mis des exemples pour terminer la présentation. Donc, un des facilitants par rapport à la caractéristique des produits, c'est surtout le goût, le fait que ça goûte hyper bon. Donc, la citation, c'est « En fait, ceux qui goûtent le plus bon, c'est vraiment ceux qui sont les plus ultra-transformés comme les Fruit Loops. Alors que ceux qui sont genre les moins transformés, comme j'aime pas trop le goût. Il est genre fade, c'est pas quelque chose de spécial. Fait que ça vient vraiment chercher le hyper savoureux des produits ultra-transformés. Par la suite, en lien avec les caractéristiques des adolescents, on parle par exemple de l'ennui, de l'importance du cercle d'amis. Donc, une participante m'a mentionné, j'ai rien à faire à la maison, on se texte, on se dit, est-ce que tu veux aller manger ici? Comme on n'a rien d'autre à faire, c'est juste qu'on va à l'extérieur et on mange comme du Tim Hortons ou McDonald's. Finalement, pour un dernier exemple des facilitants, on a la proximité. Donc, en fait, c'est le dépanneur à côté de l'école qui m'encourage vraiment comme à manger des aliments ultra-transformés. Le McDo à côté de Côte-Vertu, il est juste à côté aussi. Donc, c'est facile. Les obstacles, comme j'ai mentionné, il y avait la famille. Fait que le fait que la famille ne met pas de l'avant à la maison ou n'aime pas les produits ultra-transformés. On a une photo d'un déjeuner cuisiné par une des participantes. Et finalement, la conscience critique, on a une jeune qui m'a mentionné que fermer le Dollarama à côté de l'école, ce serait ça qui l'empêcherait d'en manger. Et finalement, une autre jeune qui expliquait que quand elle mangeait du McDonald's, elle avait toujours faim quelques minutes après parce qu'elle ne se sentait pas rassasiée. Donc, puis elle pensait que c'était même une stratégie de McDonald's de faire ça pour qu'ils en mangent plus.
En conclusion, on a réussi à explorer la perception, attitude et motivation des jeunes envers les produits ultra-transformés. Donc, on a eu 25 adolescentes. Puis, on considère un peu en résumé que les jeunes, ils aiment beaucoup le goût des ultra-transformés, surtout quand ils sont en train d'en manger avec des amis, dans des lieux de rassemblement. Et on pense que, dans le fond, de mettre en place des actions qui mettent de l'avant l'accessibilité à des produits frais, mais en considérant quand même que les jeunes ont leur opinion, leurs valeurs qui leur tiennent à cœur. Donc, ça serait ça qui marcherait le mieux. Donc, pour conclure ce bloc de présentation, j'inviterai Geneviève Ledors-Cloutier à venir, qui est étudiante au doctorat en travail social, à venir faire sa présentation. Merci. Bonjour. Merci pour vos présentations, c'est vraiment très intéressant. Je vais vous parler de l'alimentation, mais je pense que je vais peut-être aussi vous amener ailleurs, donc bear with me, comme on dit en anglais. Ma présentation s'appelle « Allier fin du mois et fin du monde dans la transition socio-écologique, le cas du système alimentaire saveur ». Mon Dieu, c'est tout ça. OK, parfait, merci. Merci. Donc, on le sait, les conséquences des changements climatiques touchent beaucoup plus durement et les populations qui vivent déjà des vulnérabilités au niveau socio-économique ou des inégalités sociales. À un niveau local aussi, on reconnaît de plus en plus au Québec que les démarches en développement des communautés peuvent contribuer à la transition socio-écologique, que dans le cadre de ma présentation, on définit comme une transformation profonde de nos pratiques démocratiques, de nos modes de production et de consommation, de vivre ensemble et de nos représentations, afin de faire de notre monde un espace plus juste, inclusif et écologiquement viable. Donc, à Montréal, il y a la table de quartier Vive Saint-Michel en santé, qui réunit des acteurs du quartier Saint-Michel afin d'œuvrer à sa revitalisation et à l'amélioration des conditions de vie. C'est vraiment un mécanisme intersectoriel qui est reconnu, qui est en activité depuis plus de 30 ans, mais qui, récemment, là, depuis quelques années, commence et tente d'intégrer la transition socio-écologique au sein de ses projets. Donc, l'objectif de ma présentation aujourd'hui, c'est vraiment d'analyser la manière dont Vive Saint-Michel en santé contribue à la transition socio-écologique. Alors, les résultats que je vais vous présenter, ils sont issus d'une grande recherche partenariale déployée au travers du Québec. C'est une étude de cas multisite avec 8 terrains de recherche. Moi, spécifiquement, je me concentre évidemment sur les résultats de Vive Saint-Michel en santé. Concrètement, les données on a collecté les données sous forme d'analyse documentaire, d'observation terrain, et on a fait 19 entretiens semi-structurés entre 2022 et 2023. Ensuite, on a analysé les données avec la théorie de l'acteur réseau parce que ça permet de bien saisir des processus d'action complexes tels que les tables de quartier intersectorielles. Alors, Saint-Michel, c'est un quartier dans le nord-est de l'île de Montréal. Ça fait partie de l'arrondissement Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, ce qui est en rouge, et puis ce qui est encerclé, en fait, c'est vraiment le quartier. Au niveau social, on pourrait dire c'est un quartier où il y a des indices de défavorisation économique, où il y a des hauts taux de chômage et de décrochage scolaire. C'est aussi un quartier d'accueil de personnes immigrantes, donc il y a à peu près 50% de sa population qui est récemment arrivée au Canada et donc qui vit avec tous les enjeux liés à l'accueil et à l'intégration. On le sait, c'est pas facile d'arriver au Canada. Et aussi, en fait, il y a des déserts et des marais alimentaires au sein du quartier. Donc, la question qu'on se pose, c'est un peu comment est-ce qu'on arrive à contribuer à la transition socio-écologique dans un contexte qui est autant marqué par des problématiques sociales. C'est ce qu'on appelle un peu entre nous au sein du projet là, le dilemme de la fin du mois et de la fin du monde. Donc, c'est un peu la difficulté à traiter d'enjeux à long terme, comme l'environnement, les changements climatiques, la transition socio-écologique, quand ici, maintenant, il y a des besoins sociaux urgents, pressants, qu'on ne peut vraiment pas ignorer. Alors, pour répondre un peu à l'objectif de la présentation, moi, je prends le cas
de l'exemple du système alimentaire Saveur, parce que justement, en tout cas, je ne veux pas vendre mon punch, mais je trouve qu'ils font bien l'alliage entre fin du mois et fin du monde. Alors, c'est un système alimentaire qui est déployé à l'échelle du quartier Saint-Michel, qui est vraiment issu de la concertation d'acteurs au sein de la table de quartier Vive Saint-Michel en santé. Il comprend des dimensions de production, de distribution, de transformation d'aliments et aussi de réussite éducative. Donc, au niveau de la production, en fait, l'objectif de ce système-là, c'est vraiment de centraliser l'ensemble des légumes, des fruits, des comestibles qui sont produits dans le quartier, soit par le biais de programmes d'organismes communautaires, soit sur des terrains d'organismes, mais aussi des terrains d'entreprises. On pense entre autres à la TEU, puis au Cirque du Soleil, au Parc Frédéric Bach, et aussi des jardins communautaires, des jardins collectifs. Donc, on centralise cette production-là et puis pour, en fait, bien la redistribuer à la population au travers de plein de moyens variés. On pense à des marchés ambulants, des boîtes de dépannage alimentaire, aussi des ateliers de cuisine collective. Une panoplie de moyens, en fait, qui réussissent à rejoindre une diversité de populations qui a une diversité de besoins, qui a une diversité de besoins en matière alimentaire aussi. Et ensuite, tout ce qui n'a pas pu être distribué à temps, à ce moment-là, c'est renvoyé à d'autres organismes communautaires qui, eux, se chargent de la transformation de ces aliments-là par le biais de programmes, entre autres, de réinsertion à l'emploi, soit pour des personnes qui sont éloignées du marché du travail ou bien des personnes qui arrivent au Canada et qui cherchent à acquérir de l'expérience canadienne. Et enfin, une particularité du système alimentaire, c'est son volet de réussite éducative, parce qu'en fait, c'est en collaboration avec une école secondaire, donc l'école secondaire Louis-Joseph Papineau, qui a un programme spécifique qui s'appelle Environnement et agriculture urbaine. Donc, c'est un programme qui vise en fait à former les élèves du secondaire au métier de maraîcher urbain, tout en les sensibilisant aux questions des changements climatiques. Et ils ont une serre 3 saisons, en fait, sur leur terrain, dans lesquelles les élèves contribuent, s'en occupent. Et donc, il y a une production de légumes qui est associée à ça aussi. Donc ça, c'est un peu comment le système fonctionne. Maintenant, comment est-ce que les gens nous en parlent? C'est là où ça devient aussi très intéressant. Concrètement, quand on a rencontré les personnes impliquées au sein de la table de quartier, tout le monde nous disait vraiment que le projet Saveur, il vise avant tout à répondre à des enjeux sociaux qui sont présents dans le quartier, mais vraiment, il y a aussi cette conscience-là de mobiliser des stratégies qui sont cohérentes avec la transition socio-écologique. On pense entre autres à l'agriculture urbaine, au circuit court, même aussi, on pourrait dire, à la mise en commun des ressources. Donc, on voit dans cette problématisation du système alimentaire que les dimensions sociales de la transition, ils prennent le dessus sur les dimensions environnementales. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas une priorisation qui est perçue comme une lacune pour les acteurs qu'on a rencontrés. Au contraire, c'est une force du système alimentaire parce qu'il reste cohérent avec la mission de Vive Saint-Michel en santé, des porteurs du projet, mais aussi et surtout des réalités citoyennes. Donc ça fait en sorte que ça maintient l'intéressement et l'enrôlement des acteurs, c'est-à-dire que les acteurs sentent et trouvent qu'ils ont leur place au sein du système, ils continuent, ils accomplissent leur rôle, ce qui fait donc que les systèmes fonctionnent, grandissent, gagnent en crédibilité. Il est entre autres financé par le projet Impact collectif de Centraide et il se dote en plus là, de ressources humaines qui sont spécifiques à son rayonnement puis à son déploiement là, au sein du quartier. Donc, quelques éléments de discussion. Pour nous, on considère que le projet Saveur, c'est un exemple d'intervention sur des enjeux socio-économiques qui mobilisent des stratégies qui sont cohérentes avec la transition socio-écologique. Ça nous refait un peu questionner là, ce fameux dilemme fin du mois et fin du monde. On pourrait peut-être considérer que le système alimentaire est une genre d'innovation par rapport à cet obstacle-là. En fait, ça montre que c'est possible de se sortir de cette tension-là, de ce dilemme-là dans l'intervention. En fait, le Saveur aussi, pour nous, c'est une manière d'aborder la transition socio-écologique dans des milieux défavorisés. Comme je disais, c'est ces milieux-là qui sont les plus touchés là, par les changements climatiques et les dégradations environnementales. Donc, c'est très important d'être capable d'aborder ces questions-là dans ces milieux-là. Sinon, c'est aussi en fait, un code qui nous amène à nous poser certaines questions, à nous demander certaines choses. Premièrement, est-ce qu'on pourrait peut-être considérer que les défis alimentaires, ils pourraient devenir une porte d'entrée là, pour intervenir de manière intégrée sur des enjeux sociaux et des enjeux environnementaux?
mais aussi nous, comme chercheurs, comme professionnels, comment est-ce qu'on peut aussi adopter une posture qui vise bien sûr la protection des conditions de vie des personnes qui habitent les territoires, mais aussi des conditions de la vie en général. Parce qu'en fait, selon nous, l'urgence des différentes crises qui sont explorées dans le cadre du congrès ce matin, mais aussi demain, démontre qu'on peut peut-être plus vraiment choisir entre les deux. Et ça faisait pas partie de mes diapos, mais à chaque fois, moi, quand je présente un peu cette idée-là, je me rappelle toujours d'une personne que j'ai rencontrée en entrevue, puis elle m'expliquait que, de son expérience de faire la file à la banque alimentaire, elle dit oui, c'est des organismes, ils nous donnent de la nourriture, mais à la fin de la journée, il reste que c'est quand même la planète. Ces aliments-là, ils n'existeraient pas si on n'était pas capable de les cultiver, etc. Donc, piste de réflexion. Et en terminant, voici mon contact, mais aussi je remercie bien sûr les partenaires de Vie Saint-Michel en santé et ma directrice, Andréane Parent. Merci. Donc, on va inviter Geneviève à rester avec nous, à prendre place pour la période de discussion et d'échange. Donc, Federico, s'il te plaît, Caroline, Sarah. Est-ce que vous avez des questions brûlantes pour notre panel? Question en ligne. Pour Federico, quel est le pourcentage de demandes d'aide alimentaire pour les nouveaux arrivants au Québec? Est-ce qu'on peut répéter? Oui. Quel est le pourcentage de demandes d'aide alimentaire pour les nouveaux arrivants au Québec? Je ne sais pas. On n'avait pas cette réponse et je ne le sais pas. Donc, on peut dire qu'il y a un bon pourcentage d'immigrés à Montréal, qui font des personnes qui viennent immigrer à Montréal par rapport aux autres régions. Donc, c'est vraiment beaucoup. On avait, si je me souviens bien, 146 nouveaux immigrés sur 1000, mais ça, c'était notre échantillon. Donc, je ne sais pas le pourcentage exact. Bonjour, mon nom c'est Mélinda. Ma question c'était pour la deuxième présentation. Je suis désolée, j'ai oublié votre nom. Caroline. Caroline, ok. C'est que j'avais en tête le fait qu'il y a quand même certaines sociétés, communautés qui sont beaucoup plus dans l'entraide, puis c'est moins gênant peut-être d'avoir recours à d'autres membres de la communauté pour s'aider dans les crises alimentaires. Donc je me demandais si le fait qu'on était quand même une société un peu plus individualiste, ça pouvait quand même expliquer une certaine partie du fait pourquoi les gens ont tendance à dépendre plus de eux-mêmes puis de leurs ressources plutôt que de vouloir aller dans les banques alimentaires. Si ça contribuait un peu à cet effet-là, genre? C'est assez intéressant parce que c'est-à-dire qu'il y a deux phénomènes. Il y a demander de l'aide, là, ça c'est une chose, mais l'insécurité alimentaire, c'est l'incapacité de répondre aux besoins de sa famille. Et il y a une étude qui a été faite, et là, le nom, c'est Krishna, qui a en fait étudié 5 pays, puis ils ont fait des focus group pour déterminer en fait c'est quoi les stages de la pauvreté, puis c'est quoi en fait qui vraiment veut dire d'être mal pris de chez mal pris, et peu importe le pays, en fait ne pas être capable de nourrir sa famille, c'est vraiment l'aspect le plus grave. Donc en fait c'est oui effectivement peut-être ça va se vivre un peu moins difficilement en fait dans certaines communautés, mais ne pas être en mesure par manque de ressources financières, de subvenir à ses besoins et de subvenir aux besoins alimentaires de sa famille, c'est vécu difficilement, peu importe où est-ce qu'on est sur la planète essentiellement. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais je dirais qu'à la base, ce phénomène-là est difficile à vivre. Et après ça, la difficulté de se tourner ou pas vers la communauté, il y a effectivement d'autres paramètres qui rentrent en ligne de compte. Merci, Caroline. Ma question est pour Sarah.
Moi, quand on parle de nutrition adolescente, je pense à la relation complexe avec le poids. Ça m'étonne que ça ne soit pas ressorti. Ou peut-être que tu n'as pas eu le temps de le mentionner, mais dans... Ben, je te dirais que moi aussi, ça m'a surpris. Parce que c'est quelque chose sur lequel la DRSP aussi se posait des questions. Tu sais, ça ressort dans ton projet, ça serait important que tu nous en parles. Puis ça n'a pas été quelque chose qui est ressorti beaucoup. Je dirais même jamais de façon directe, même pendant les entrevues individuelles, parce que je me suis dit, peut-être que si on analyse les groupes de discussion, ça veut peut-être dire que c'est peut-être un peu gênant d'en parler devant d'autres personnes. Mais il y a eu peut-être la mention de être capable de lire une étiquette nutritionnelle pour regarder les calories peut-être une fois dans une entrevue individuelle. C'est le seul moment que ça a pu avoir un lien avec le poids. Les autres moments, il n'y en a pas eu de discussion. Mais encore une fois, ils me connaissent. C'est pas avant un groupe de discussion, ça peut être difficile d'en parler devant d'autres personnes. Fait qu'il y a quand même ça à considérer, là. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions? Des questions en ligne, peut-être? Non? Donc, est-ce que quelqu'un aurait une question pour... je ne sais pas, peut-être que je peux me risquer. Vas-y, Louise. Oui, Geneviève. D'abord, il y a une serre 4 saisons qui va se construire dans le quartier Saint-Michel, qui va compléter encore le système alimentaire Saveur. Et ça m'amène à me poser la question, tu sais, dans le fond, le communautaire ou la capacité communautaire, c'est un peu comme le capitalisme, là, ça en prend pour en produire. Puis, si c'est la deuxième serre communautaire sur le territoire montréalais, là, la première est dans Hochelaga. Comment on fait pour partir la machine? Bon, bien, on s'entend que c'est pas moi qui ai les solutions, là. Mais par rapport à la serre 4 saisons, c'est aussi quelque chose qui, en effet, qui était ressorti dans nos entrevues. Malheureusement, c'est plus quelque chose que... Puis c'était quelque chose qu'on reconnaissait justement comme un enjeu lié vraiment à toute la dimension là, de la mobilisation là, avec la théorie de l'acteur-réseau, etc. La raison pour laquelle on n'en parle plus en ce moment, c'est parce que... en fait, pour faire une histoire courte aux personnes qui n'ont aucune idée de quoi on parle, c'est qu'en 2021, Vive Saint-Michel en santé a appliqué au budget participatif de la Ville de Montréal pour justement faire financer un projet de serre 4 saisons, une immense serre qui allait vraiment venir compléter et solidifier là, la production de comestibles dans le jardin. Donc, un budget participatif où la population peut s'exprimer là, sur les projets, etc. Bon, on comprend. Eh bien, ils ont gagné. Ils ont été dans les premiers projets financés, donc ils étaient très, très, très heureux de ça. Mais malheureusement, depuis 2021, le projet bloque, le projet n'avance pas pour, encore une fois, des raisons là, de... Je ne suis pas l'experte du tout, mais pour ce qu'on nous a expliqué, pour des raisons administratives, d'allocation des terrains, etc. Donc, ça bloque au niveau de la ville. Et puis je pense que quand on a, en tout cas, ce qui semble peut-être se dégager aussi de l'étude de cas là, de Saint-Michel, c'est que l'appui de la ville est absolument essentiel là, quand on veut mener des projets qui sont liés à l'aménagement du territoire, puis tout ça qui sont des dimensions fondamentales là, de la transition socio-écologique. Il y a d'autres projets en lien avec la transition socio-écologique au sein de Vive Saint-Michel en santé et on voit que ces projets-là font face à énormément d'obstacles quand la ville n'est pas de leur côté. Puis, parallèlement, c'était ça un peu la force du projet Saveur, c'est que comme la ville avait moins un rôle central à jouer au sein du réseau autour de ce projet-là, on voyait que le projet était capable de vraiment prendre des ailes. Donc, c'est comme quand on pense à des notions d'alliés, à des notions d'acteurs névralgiques, etc., on voit vraiment que la ville et même parfois l'arrondissement en est certainement un et on a besoin d'avoir leur appui pour continuer. En tout cas, ça, c'est mon analyse personnelle. Là. C'est moi qui parle, mais voilà. C'est un peu ça que je ne sais pas si ça répond. Merci beaucoup. Jean-Sébastien. Merci. Comme il n'y a pas plein de questions, je vais faire un lien avec ce qu'on parlait avant aussi, parce que
j'ai mal répondu à la question de Louise complètement sur la question de qu'est-ce qu'on fait. Puis il y a un enjeu d'insécurité alimentaire aussi. Là, les personnes... puis là, j'entends pourquoi il n'y a pas plus de projets. Ben, c'est ça aussi. Ça prend plus d'accès à l'alimentation, au logement, puis aux services aussi. Je veux juste le dire. Là, tantôt, je ne l'ai pas dit. Mais le centre Benoît Lable, c'est le centre de jour qui pose problème. C'est pas le centre de consommation supervisée où on peut prendre une douche puis manger. Puis là, ben, il n'y en a pas bien d'autres services comme ça. Fait que tout le monde va là. Fait que, tu sais, multiplier l'accès à la nourriture puis à des services, ça peut régler les problèmes d'insécurité. Puis au logement. Merci. Andréane a une question. Ah, il y a une question aussi, je crois, pour en ligne, c'est ça? On va prendre celle-là, en premier. La crise alimentaire dans le cadre des différentes présentations était abordée seulement sous l'angle de la disponibilité des ménages. Qu'en est-il de la qualité? Je peux répondre. En fait, c'est assez clair. En fait, la qualité nutritionnelle des paniers alimentaires ne rencontre pas les exigences là, du Guide alimentaire canadien. Ça a été assez étudié. Donc, puis en plus aussi, il y a l'absence de choix. C'est chouette choisir. On l'oublie, c'est bon pour la santé mentale, c'est bon pour, je veux dire, le bien-être. Donc, il y a la qualité, mais aussi le bénéfice de pouvoir exprimer des choix à travers sa nourriture. Effectivement, ça fait partie des choses désagréables de se rendre dans un comptoir alimentaire. Et en plus, quand on parle de sécurité alimentaire, on parle quand on parle d'insécurité modérée, on parle de qualité des aliments. Donc, ils ne peuvent pas avoir accès à des aliments de qualité, entre autres. Donc, il y a l'aspect qualité. Bien, je pourrais rajouter que mon projet était majoritairement sur la qualité de l'alimentation, si ça peut répondre un peu à la question. On sait que notre système alimentaire, surtout en Amérique du Nord, met de l'avant beaucoup les produits ultra-transformés, qui sont des produits en général de qualité nutritionnelle très faible, qui entraînent que notre qualité alimentaire globale est très faible. Fait que je pense que le projet qu'on mettait de l'avant, puis les problèmes qu'on a en lien avec le système alimentaire qui met de l'avant beaucoup ces aliments-là, ça fait partie de la crise, puis surtout du côté qualité de l'alimentation. Oui, c'est 50% de ce qu'on mange maintenant. Si je peux juste ajouter aussi, parce que bien sûr, quand on pense dans le cas du système alimentaire Saveur, on pense à la production d'aliments frais. Donc, évidemment qu'il y a une dimension là, de qualité là-dedans. Mais quand on a parlé aux personnes qui portaient le projet, il y avait aussi la dimension culturelle, donc la signification culturelle des aliments. Et donc, de ne pas juste, d'offrir la possibilité aux personnes de cultiver des aliments qui correspondent à leur alimentation. Tu parlais de la notion de choix, mais au travers de cette notion de choix-là, il y a aussi la question, en tout cas, cultiver ce qu'on veut. Bref, voilà. L'accessibilité culturelle. La prochaine question, je pense que c'était Andréane qui avait levé la main. Il y en a d'autres en ligne. Il y en a d'autres en ligne? Ouais. Bon, OK. Andréane a dit que c'est correct, elle va attendre. OK, c'est bon. Je vais Vas-y. La question est pour Geneviève. Comment est perçue l'activité agricole par les participantes d'origine culturelle d'autres pays? C'est pas quelque chose sur lequel j'ai pu questionner les gens. Dans le cadre du projet, on questionnait les acteurs de Vive Saint-Michel en santé. Et donc, j'ai pas pu, par exemple, parler à des élèves. Donc, je sais pas. Mais on peut quand même aussi dire que c'est un programme là, qui gagne en popularité, là, à moins que je me trompe. Là, mais donc, ça a commencé avec une cohorte en 2020, 2 cohortes en 2021, etc. Donc, il doit y avoir quelque chose, d'une manière ou d'une autre, qui fonctionne si c'est populaire auprès des jeunes. Donc, question pour Andréane et ensuite une question cachée. Merci. En fait, ma question est pour les 4 panélistes. J'écoutais Geneviève, puis je me faisais la remarque en regardant, entre autres, les photos de Sarah, tu sais, les ramen,
bref, les autres aliments qui étaient photographiés. Puis je me disais, tu sais, clairement, Geneviève fait des liens entre la question environnementale et la question alimentaire, mais j'aimerais ça entendre les autres. Est-ce que, à partir de vos projets, vous faites aussi ces liens-là? On discute pour discuter, là. Non, on n'a pas fait les liens avec l'environnement et tout ça. Ça serait important de le faire. Les organismes communautaires souvent le font, dans le sens que notre projet pensait d'étudier aussi les jardins collectifs. Donc, il y a un côté autoproduction, alimentation en santé. Il y avait tout l'aspect cuisine collective, donc la préparation ensemble, donc par des aliments, des ingrédients de base. Mais malheureusement, il y a eu la COVID. Donc, tout ce qui était un peu la construction des aliments complexes à partir des ingrédients de base est un peu tombé dans notre projet. Et on s'est retrouvé sur les banques alimentaires. Les banques alimentaires qui cherchent d'améliorer leurs services parce qu'il y a une quinzaine d'années, la première criticité, c'était la qualité des aliments. Maintenant, ils cherchent, pas tous, mais de donner des œufs, de donner des légumes frais. C'est un marché une offre de services qui cherche d'augmenter. Par exemple, cette année, le gouvernement a augmenté de 20 millions l'aide aux banques alimentaires, qui est beaucoup. On peut se questionner sur ça, parce que 20 millions aux banques alimentaires, ça veut dire que ce sont 20 millions qui ne vont pas d'autre part. Mais effectivement, oui, la qualité, dans notre projet, n'était pas à la base. Oui. Federico, en fait, je pense qu'on peut aussi parler de l'étude qu'on avait faite avant Parcours, parce qu'en fait, cette question-là est super intéressante parce qu'on s'était intéressé justement aux banques alimentaires, les pratiques traditionnelles du don alimentaire, puis les pratiques alternatives, qui sont tout aussi importantes parce que je pense effectivement il y a des questions de transition écologique vraiment urgentes à réfléchir. Cependant, il faut être prudent parce qu'en fait, dans l'étude qui a mené à Parcours, en tout cas, qui a précédé Parcours, a démontré que dans le fond, les gens qui fréquentent les ressources traditionnelles ne sont pas les mêmes que ceux qui fréquentent les ressources alternatives. Et les ressources alternatives ne rejoignent pas les personnes les plus vulnérables. Fait que oui, effectivement, je pense que c'est absolument important qu'on ait ça en tête, hein, d'allier sécurité alimentaire, transition écologique, mais il faut faire attention qu'on n'échappe pas les plus vulnérables en voulant développer des initiatives qui peut-être sont moins accessibles pour les gens qui sont vraiment dans une période critique de leur vie. Je pense que c'est le petit ajout que je ferais. Je pourrais me prononcer, même si mon projet a moins rapport. Dans le fond, de ma perspective, dans mon projet, on n'a pas nécessairement posé la question telle quelle aux jeunes. Ça n'a pas nécessairement revenu comme thème abordé par eux-mêmes. Cependant, il faut quand même considérer que les produits ultra-transformés et la façon qu'ils sont produits ne favorisent pas une santé planétaire. Donc, oui, ça a un lien avec les projets de recherche de notre équipe ou tous les projets de recherche en lien avec les produits ultra-transformés. Cependant, c'est quelque chose justement qu'on avait discuté avec la DRSP aussi. Est-ce que c'est quelque chose que les jeunes ont mentionné? Parce qu'on associe souvent les jeunes avec des gens qui sont plus au courant des enjeux environnementaux, qui s'intéressent plus, qui sont plus mobilisés. Mais dans le cas de mon échantillon, ça n'a pas été un sujet qui a été mentionné. Comme par exemple un obstacle à en consommer. Je pense que c'est peut-être que c'est méconnu que pour les jeunes, que les aliments ultra-transformés, ça a un impact négatif sur la santé planétaire comparé aux stéréotypes comme la viande rouge, par exemple. Fait que c'est peut-être ça aussi qui rentre en ligne de compte. Si je peux me permettre un dernier point avant de prendre peut-être une dernière question. Peut-être qu'on aurait le temps pour deux. Une? Tu dirais deux? OK. Il ne faut pas penser que les gens qui sont en insécurité alimentaire, ils ont moins de littératie alimentaire, qui sont moins compétents à faire des choix, puis que, dans le fond, ils se retournent vers les produits ultra-transformés. C'est vraiment une question de contrainte. Parce que même dans l'étude Parcours, même si les gens étaient très pauvres, il y avait autant d'hétérogénéité dans la qualité de l'alimentation, même si on avait une population pauvre. Donc... on va prendre une avant-dernière question cachée. Oui. C'était moi la question cachée. Oui. Je me suis dévoilée au grand jour. Oui. Bonjour, Nolwenn Noiselle, professeure au département de santé environnementale, santé au travail. Merci beaucoup pour vos présentations. C'était vraiment super intéressant, très structurant, très éclairant. J'ai beaucoup aimé aussi les questions qui ont suivi en lien avec la transition écologique. En fait, c'est pas tant une question qu'un commentaire.
Je vais un peu rebondir sur vos présentations pour tenter de faire des liens, un peu comme David nous a invités à le faire ce matin en guise d'introduction. Cette introduction, moi, ça m'a beaucoup touchée, puis de se dire que oui, il y a plein de crises en même temps. Et de l'alimentation, on a parlé un petit peu de la qualité. Il y a aussi la question, en termes de crise écologique, il y a plusieurs terrains sur lesquels on cultive. On peut penser au jardin communautaire, mais il y a plusieurs terrains de la ville de Montréal, par exemple, qui sont des terrains contaminés, puis sur lesquels on veut faire pousser des fruits, des légumes. La ville est en train de se positionner sur des parcs où ils veulent mettre des arbres fruitiers pour que les gens puissent justement combler ces fameuses crises alimentaires, se servir, etc. Puis mon intervention, elle est plus dans le sens de dire qu'il y a des projets qui s'en viennent justement en collaboration avec la ville, la DRSP, pour essayer d'aborder cette question de la contamination des sols, des terrains. Est-ce que ça migre dans les fruits et est-ce que les fruits qui vont pouvoir, les arbres qui vont être plantés et les fruits qui vont pouvoir être cueillis vont pouvoir permettre à la fois de lutter contre les crises alimentaires, tout en gardant en tête cette transition écologique et la qualité à la fois nutritive, mais aussi de ne pas contaminer les gens par des métaux lourds, par exemple. Donc, vous voyez, il y a vraiment une façon de penser un peu une seule santé, de tout allier, la santé humaine, la santé de l'environnement, la santé de nos arbres, de nos fruits. Donc, je trouve que ça fait... c'est un peu pour semer les petites graines pour les sessions de demain sur la crise climatique et la crise écologique que je fais ce commentaire-là aussi, faire des liens entre nos différentes sessions. Merci. Merci beaucoup pour ton commentaire. Je pense qu'on peut se permettre une dernière petite question. Moi, je ne peux pas m'empêcher de penser, pour faire du pouce sur qu'est-ce que tu dis, que tout ça, ce qu'on regarde, des belles initiatives qui se passent sur le terrain, je ne peux pas m'empêcher de penser à la répartition des pouvoirs entre ceux qui ont le pouvoir de l'industrie agroalimentaire de nous inonder et comment ça nous demande la résilience de tous les instants pour essayer un petit peu de faire des petites choses à côté, alternatives, puis de... Food for thought. Dernière question. Ah oui, c'est une question pour Sarah. Pour la définition d'un produit autotransformé, est-ce que c'est toujours clair? Parce qu'au supermarché, par exemple, il y a de plus en plus de produits comme une sauce de tomate où il y a de plus en plus de sucre ajouté, plus de sel ajouté. Est-ce qu'il y a peut-être une zone grise là? Bien, en recherche, il y a des définitions assez claires, puis on peut classer les aliments en fonction de la classification NOVA. Fait que je te dirais que pour la recherche, il y a des définitions claires, il n'y a pas nécessairement de zone grise. Pour la vie de tous les jours, évidemment, si on mange 50% de nos calories au Canada sous forme de produits ultra-transformés, selon la recherche, bien, dans le quotidien, se dire « Hey, d'un matin, j'en mange pas du tout, puis j'essaie de toutes les identifier dans mon alimentation », bien, je pense pas que c'est quelque chose d'individuellement possible et pour le moment, tu sais, puis fait que pour répondre à ta question, en recherche, c'est défini comme concept. En réalité, c'est quand même pas toujours facile de les identifier, je dirais. Puis Virginie, tantôt, elle va nous parler d'un screener que l'équipe de recherche est en train de développer en lien avec, justement, savoir qu'est-ce que les gens consomment, puis une façon rapide de dépister. Fait que ça pourrait peut-être répondre un peu à ta question aussi à propos de ça. Oui. Je t'ai lancé la fuck. Oui. Suite de la conversation avec Virginie tantôt. Donc, ce qui conclut notre premier bloc. Merci beaucoup pour ces échanges très intéressants.